Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin. Comment vas-tu? Très bien. On Excellent. n'a pas de soleil, journée grise, mais ça va bien. La journée est quand même belle. Ouais, ouais. Bon, en tout cas. Bon, c'est parce qu'en plus, on a reçu nos babelles. On a reçu nos roll-ups. Ben oui. Ben ceux que dans la vidéo qui va être diffusée plus tard, vous allez le voir, on voit nos faces sur les roll-ups. Ils sont super beaux. Ouais, là. ouais. Un bel job de où est-ce que notre collègue Éric Tessier travaille. Exact. Éric est justement en studio avec nous. Salut Éric. C'est le gars qui a pesé sur le Python Print. Ouais. Non. Ben, c'est ça, Éric, il travaille justement dans une compagnie où ils font ça. On fait l'impression en grand format. On Ouais. fait tout ce qui est drapeau, bannière, tout ce qui est affichage, name it, des cadres. Comme vous arrivez avec votre problème. Ça s'appelle PDI, solution grand format. C'est un problème, on va s'arranger pour le Il n'y solutionner. aura plus de problème. Il n'y en a pas de On problème. va l'imprimer en gros. Bref, tu es là parce que tu as ton émission après la zone insolite. On va avoir un audio à vous faire entendre d'ailleurs par votre émission avec Jeannie Chariot qui a interviewé C'est une intervention. Jean-Louis Lagneau. Oui, je me souviens plus je vais regarder le show. LDLN. Ouais, c'est ça. Ah. Il n'est pas encore rendu à son émission, fait qu'il n'a pas tout sorti ses Ben notes non, encore. ben non. Non, mais même les lettres, là, t'es brasses. Puis... Ouais. Tu mets ça dans un sac, c'est comme un Scrabble. Ouais, c'est à peu près à chaque fois. Bref, c'est ça. Et Oui. Fait qu'on a reçu nos babelles, on a reçu nos nouveaux roll-ups. ouais. Fait que j'avais hâte de voir de quoi que ça avait l'air en imprimé, là. Fait Ça va qu'on vous a- faire des beaux backgrounds quand vous allez faire vos lives. Ben oui, déjà, là, vous le voyez pas encore du côté vidéo, vous allez voir ça dans 2 semaines, mais Carole est déjà en train de s'en servir comme background, fait que sinon, pour les prochains lives, potentiellement, Jeff Benoît, on va avoir chacun nos roll-ups derrière nous pour présenter notre émission en même temps. Donc, c'est assez intéressant. Sinon, on a quand même une émission assez chargée aujourd'hui. Ouais. On a, Oui. on a notre collègue Jean Cazot qui s'est ajouté avec de l'information importante à nous communiquer. Oui. Fait qu'on va on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Oui, et on va recevoir aussi Christian Comtesse Oui, un petit peu exact. plus tard dans l'émission. Exact. Ça va être très intéressant. Christian est ufologue en France depuis plusieurs années, mais je veux que les gens apprennent à connaître qui il est parce que Oui. il a créé, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, les repas ufologiques en France, Oui, il oui. est à la base de ça. Je sais qu'il retourne là-dedans, vers ça. Et c'est un peu comme nos soupers ufologiques qu'on faisait ici avec Oui. le Garpan, dans le fond. Oui. C'est des soirées ou des journées, je ne sais pas Des soupers. combien ça fonctionne. Il va tout nous expliquer leur J'imagine, méthode. type de super conférence, puis les gens peuvent poser des questions, des choses. C'est ça. Des trucs de cette nature-là. Là, il faut que je te parle d'un article que j'ai vu hier soir. Ça, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. J'en vois passer plein d'articles qui me font capoter ces derniers temps. Ils sont pas tous à saveur ufologique, là, mais ils me font Ouais. quand même capoter parce que tellement que ça frise le ridicule. Mais là, je te parle du journal Le Soleil. OK. Ça a sorti hier soir, cette nuit. Je l'ai OK. pogné avant de me coucher, puis je vais ben voyons. Survie en cas d'apocalypse, un classement des villes canadiennes. T'as pas vu passer, OK? hein? Non, j'ai pas vu OK. passer. C'est une hypothétique attaque une attaque de zombies. Je sais pas pourquoi ils nous parlent de zombies. C'est tout le temps. Le Ben, virus c'est- zombie qui aurait été découvert dans les glaciers, qui est en train de Mais c'est fondre. pas la première fois, là. C'est la deuxième reprise là, qu'ils mettent l'emphase sur le gag zombie, là. Ben, une maudite affaire fait des peurs encore. Ben Une oui. autre affaire. En tout Ben cas, oui. je te lis juste vite fait l'article. Je vais vous le mettre après ça en commentaire sous le post de l'émission. En tout cas, je pars. Si une hypothétique attaque de zombies venait à survenir au Canada, mieux vaut ne pas se trouver au Québec si l'on veut survivre. C'est ce qui ressort d'une étude non scientifique et plutôt rigolote réalisée par l'entreprise de location immobilière Rentola, dont les résultats ont été dévoilés jeudi. Aïe, aïe. Veux-tu savoir les villes? Vas-y. Attends. Que je Vas-y que j'écoute de quoi de ridicule. Ça faisant, les régions urbaines de Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke et Saguenay occupent respectivement les 3e, 4e, 5e et 6e rangs des villes canadiennes où les chances de survie sont plus minces. À l'inverse,
Aucune région urbaine du Québec ne figure parmi les 10 où les chances de survie seraient les plus élevées. L'agglomération d'Ottawa et de Gatineau figure au 14e rang, après quoi il aurait il faut descendre. Ah, moi, quand je vois une affaire la même, le virus, ben, il ne parle pas du virus zombie. On dit qu'on nous attaque. On est attaqué par des zombies. Ouais. Coudonc, Mais tu sais, c'est parce que ça, c'est le genre de sondage pipi de chat, là, qu'on nous communique même pas c'est quoi les questions qu'on posait aux gens pour être capable de déterminer comment ils ont pêché ces chiffres-là. Parce que, tu sais, c'est pas l'endroit où tu habites qui détermine si tu vas survivre ou pas, mais plutôt l'humain qui va survivre. C'est pas les objets là, qui te permettent de survivre, là. C'est la façon que toi, tu vas te comporter, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre. Ouais, mais moi, ma première question est, c'est-tu les zombies de Walking Dead ou de World War Z? Il y en a un qui court plus vite que l'autre. Moi, Ouais, je veux c'est ça. sur Walking Dead, il marche tranquillement. Non, c'est ça. T'sais, Ben non, ça celui-là, dépend. me Je sais dérange pas si tu as déjà entendu parler d'un jeu qui s'appelle Seven Day to Die. Non. C'est un jeu justement de zombies, un petit peu à la Minecraft, mais avec le thème zombie. Puis de jour, les zombies ils marchent, sauf que la nuit, quand il n'y a pas de soleil, c'est là qu'ils courent. Ah non. Fait que Ça de fait- jour, il y a tu peux te trois promener questions. tranquillement. C'est ça, de jour, tu peux te promener tranquillement, là, mais trouve-toi un abri avant le soir parce que si t'es pas capable de courir, eux autres, ils vont te rattraper. Je vais juste t'ajouter un bout de texte qui est écrit dans l'article. C'est au pays, les agglomérations les plus sûres, selon l'enquête, sont celles d'Edmonton en Alberta, Saskatoon en Saskatchewan et à Guelph ou Guelph en Ontario. Je ne sais pas comment le En prononcer. tout cas, Ouais, ben, c'est parce qu'en Alberta, on doit des guns, eux autres. Oui, Parce que bien, ça à aide. l'inverse, justement, la zone de recensement moins sécuritaire serait celle de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Pas loin de la mer, ça. Hein? Suivi par Belleville en Ontario. Je pense que ouais, mais anyway, c'est toutes des affaires basées sur quoi? De toute Ouais. façon, c'est quoi? Vous aviez un échantillon de zombies dans votre cave pour faire les tests, puis être capable de faire votre sondage, sortir les bonnes questions. Tu sais, c'est de la grosse spéculation, là. C'est du pipi de chat. Méchante perte de temps sur des... Tu sais, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a autant de perte de temps là-dessus quand il y a des sujets 1000 fois plus importants et 1000 fois plus, comment je pourrais dire ça, à savoir pour la population que de parler d'une potentielle apocalypse avec des zombies puis des patentes de même. Là. c'est quoi la réelle définition du mot apocalypse? C'est révélation. Eh bien, c'est ça. Eux Ben, autres, c'est c'est ça. comme la fin du monde. Là. Ben, c'est pour C'est- ça que je trouve ça c'est pas, ridicule. Ça se prend pour des journalistes, des gens qui sont cultivés, mais tabarnak, sont même pas capables de savoir c'est quoi la vraie signification d'un mot. Hein. Puis après ça, ça vient de traiter de complétistes, puis de ci, puis de ça. Finalement, ceux autres sont en train de démontrer leur ignorance. Ça parle des armes à feu là-dedans aussi. On va respirer un peu. Je parle pas Le de ça. nombre pas de ça. d'infractions liées à l'utilisation ou la profession illégale d'armes à feu, différents indices de mobilité et la présence de ressources naturelles, dont l'eau ou les végétaux, ont été pris en considération pour établir le classement. Ça veut dire que, genre, t'as un petit pétard, puis tu vois quelqu'un, puis regarder ce qui s'est passé dans le coin de la Gaspésie, là, le gars avec son char qui a décidé de rentrer dans le tas, puis ouais, comme un jeu de quilles, il pogne le monde sur le trottoir, puis envoie Ouais, mais 9 c'est ça, personnes, c'est... mes condoléances pour les familles, là. Oui, effectivement. Mais, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires, là, on dirait le tour du magicien. On attire l'attention ailleurs, puis on joue sur l'émotionnel des gens quand il y a d'autres informations qui sont en train de sortir importantes, mais comme ça part sur l'émotionnel, ben, c'est de la grosse diversion. C'est... Tu sais, je sais pas, c'est pas le genre de mœurs qu'on a ici à Québec. Puis à chaque fois que des affaires de même se sont passées, quand on commence à gratter l'information, on découvre que finalement, c'est des événements qui ont été orchestrés. Mais dans sa tête, le gars, à Mkoui, là, Mhm. c'est quoi qu'il a pensé? C'était des zombies qui se promenaient sur le trottoir, puis il s'est dit, hey, faut que je les rentre dedans. Je vais ça sonne tellement- simplement mentionner ça parce que nos auditeurs sont au courant. Je vais mentionner MK Ultra. Et c'est ça que j'allais te dire. Pour le reste, là, Ça sonne tellement ça. faites vos recherches. Faites Ça, vos recherches parce que la province de Québec a été une place de prédilection pour faire un paquet d'essais là-dessus. Ben oui. Donc, Depuis les années 60, 70. hey, il y a un rapport complet là, juste sur le Saguenay. Là. Le nombre de trucs qu'ils leur ont aspergé puis le nombre d'expériences qu'ils ont faites. Ils peuvent bien être les premiers à vouloir être premiers sur la liste.
Ben, Tout le monde va s'entretuer, ça n'a pas de maudit bon sens. ben, Y a-tu quelque chose que le gars a entendu dans sa radio, dans son véhicule, qui a fait comme go? je peux, Mais le gars, il sait même pas pourquoi il l'a fait. je peux te rappeler une histoire d'un militaire qui est rentré à l'Assemblée nationale. Ben, Je peux oui. te rappeler l'histoire d'un gars qui est rentré dans une mosquée. Ça ne m'étonnerait même pas que ça soit le même psychologue qui s'en occupait. Ah, excuse, je fais de la spéculation. Désolé. Bref, je trouve ça c'est quand même étrange qu'on parle d'invasion extraterrestre et qu'on parle de zombies et qu'on parle d'observation devenue C'est- multipliée par 10. Puis, Ça fait des années qu'on s'intéresse à ça. ouais. Puis moi, je vais le dire à mon nom personnel, là, c'est du pipi de chat ce qu'on essaie de nous faire à croire. Ah, en tout cas, Si les gens s'attendent à avoir une divulgation unilatérale pour toute l'humanité au complet, là, puis que c'est les sauveurs, là, vous fourrez le doigt dans l'œil puis jusqu'au coude. Là. Je pense que vous avez strictement rien compris. Là. Aujourd'hui, étant donné qu'on va avoir... bref, avais-tu d'autres nouvelles Non. que tu aurais pu pogner pas en cette tout, semaine là. ou tu n'as pas eu le temps, toi? Hein? Ben non, j'ai Cette vu semaine. pas mal passer de stock. Au contraire, j'étais en train de me mettre à jour du côté des trucs radio qu'on a à faire. On a beaucoup de textes à rajouter sur nos podcasts, nos extraits, nos trucs comme ça, faire les liens avec les différentes équipes parce que là, tu sais, nous autres, on a nos affaires zone parallèle, mais tu sais, comme Eric, il y a une émission en zone insolite, ben, il y a aussi ces liens qui mènent aux trucs de MUFON Québec, Canada, Belgique, France. Même chose pour Conscience Plus, Jeff Benoît. Fait que j'ai passé la semaine à peaufiner toutes ces informations-là pour que les gens puissent se retrouver autant via notre canal YouTube que nos extraits. Fait que, tu sais, côté nouvelles, il y a pas mal de phénomènes qui se sont passés. J'ai publié une vidéo où on a une aurore boréale dans le secteur de la Russie, puis et de couleur mauve. C'est vraiment malade, là. C'est ça. Ça veut dire que ça part des strates très élevées dans les airs pour que on ait cette couleur-là. Là. Ben, c'est rouge, vert, blanc d'habitude. Oui, c'est ça. Mais là, on est c'est rendu à rare. mauve, puis tabarouette, là, fait que ça part de très haute altitude. Sinon, ben, tu sais, il y a quand même pas mal de signalements, tu sais, côté tremblement de terre, les différents sinkholes. Sinon, ben, il y a quelques sinkholes ils ont l'air très, très profondément, mais on entend des bruits assez bizarres. Tu sais, c'est pas comme si tu entends un genre de sifflement à cause d'un tuyau qui est trop long, là, profond. Tu as plus l'impression d'entendre des cris. Oui, mais justement, parlant de tremblement de terre, je vous l'avais-tu dit ou je vous l'avais pas dit au mois de juin? J'ai fait un rêve étrange, puis que ça me disait qu'il allait y avoir des séquences de tremblement de terre, une répétition. Mon rêve était tellement réel et ça m'a disait, en tout cas, je ne veux pas le répéter parce qu'on va en reparler ultérieurement, parce qu'on va recevoir aussi prochainement Richard Glenn, Oui. qui va nous parler aussi de l'intra-terre et Oui. tout ça. Fait qu'on va en discuter aussi de ça parce qu'il était question aussi du 24 février 2023 que d'ailleurs, s'il y en a, que j'aimerais ça que vous checkez ceux qui ont des caméras de surveillance, si vous avez filmé vers 21h une séquence dans votre caméra, quelque chose qui pourrait montrer le flash. J'aimerais ça que vous nous le faites parvenir. Je ne veux pas être plate avec toi, mais les caméras de sécurité, Je si le les gens sais. les ont laissés par défaut programmés, là, Ouais, mais ben, les, ça fichiers s'embarque par-dessus. les fichiers sont déjà effacés. C'est ça. Mais au cas que quelqu'un l'aurait pris Mhm. puis qu'il s'est dit « Ah, il faut que j'enregistre ça, il y a de quoi de pas normal. » Des Parce qu'il y en puristes a- de la sécurité qui gardent toutes les vidéos, là, oui, ça se peut qu'il y ait il des y en gens a. qui l'aient. Là. Oui, c'est Ouais. ça. S'il y en a qui l'ont dans cette soirée-là pour vers 21h, 24 février, j'aimerais ça l'avoir parce que c'est trop. Il y a trop. J'ai eu d'autres personnes qui me disent avoir vu ce flash-là, puis c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, Non, puis c'est ça, l'intensité du flash, c'est assez pour trigger une caméra de sécurité pour Ouais. qu'elle se mette à filmer, qu'elle se mette Ouais. en enregistrement. ben justement. Fait Ou que, peut-être que tu te dis, crime, elle vient de partir. Pourquoi? Mais le flash vient d'être fait. mhm. Mais il n'y a pas eu le temps de le pogner. Mais Ben, tu ça a sais, déclenché quand même. J'en ai une chez moi, là, puis juste le soleil, quand elle commence à rentrer par la fenêtre, là, c'est suffisant pour trigger la caméra puis qu'elle Ben se mette oui. à enregistrer. Ben oui. Fait qu'un flash lumineux, quasiment comme une explosion, sans bruit d'explosion, la caméra à part. Tu sais, c'est à même titre qu'on va entendre un bruit. Il n'y a aucun changement d'éclairage, il n'y a rien qui s'est passé devant la caméra, mais on entend juste un bruit assez fort. C'est suffisant aussi pour faire partir la caméra puis qu'elle se mette en enregistrement. Oui, c'est ça. Fait que,
Mis à part ça, vu qu'on va avoir une émission quand même assez chargée, ben, j'ai une surprise pour vous autres. C'est que ben, une surprise, c'est pas tellement une grosse surprise parce que je vous Y l'ai a-tu un écrit. chip ou un ruban dessus? Non, Non, ben, ok, ben, c'est pas une surprise. non, mais je vous l'ai écrit de toute façon dans l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. On va mettre une chronique en hommage à Jean Lavergne, notre collègue, notre regretté Défunt collègue. collègue. Justement, puis c'est une chronique qui date du 19 février 2022. Donc, OK. quasiment un an, presque mois pour Bon, bon. mois pour année. En tout cas, on ne dit pas jour pour jour parce que plus un mois. Mais bref, c'est ça. Puis une chronique très intéressante. On va vous la mettre. Puis ensuite, on vous revient avec nos invités d'aujourd'hui, dont Christian Comtesse et Jean Cazot. Fait que restez là, je vous mets ça direct là. C'est le fun à réentendre. Donc, Oui. mes hommages à la famille, encore une fois, Je vais aller chercher à boire des Kleenex. à tous les... oui, j'en ai une, m'en souviens. Pas loin, sur le OK. bord- ouais, Ouais, c'est la ça. canne est correcte. C'est ça. Mais bref, encore une fois, toutes mes condoléances à la famille, les proches, que peu importe, tous les amis. On vous l'a dit qu'on ferait ça? Bien, on va le faire, puis ça commence aujourd'hui. Donc, restez là. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir à toutes les 2 semaines de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va continuer avec le sujet que j'avais commencé d'aborder il y a 2 semaines dans la dernière chronique, c'est-à-dire les ovnis du passé. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'on a parlé déjà de la nouvelle vague des ovnis, si je puis dire. On parle de, mettons, de 1947 à nos jours. On a parlé de ce qui se passe présentement avec les Américains, tout ça. Mais cette semaine, on va se poser la question que si c'est vrai qu'il y a des extraterrestres à la Terre, pour employer l'expression populaire, depuis quand d'abord? T'sais? Et puis, on va regarder ça avec les travaux qui ont été faits, puis on va analyser certains de ces travaux-là sur une possible présence ufologique dans l'histoire de l'homme. T'sais, pas nécessairement dans l'histoire moderne, mais dans l'histoire de l'homme. Il y en a qui vont dire qu'on peut facilement constater qu'il y a des traces qui existent, des traces physiques de la présence, entre guillemets, d'êtres supérieurs venus du ciel qui existent un peu partout dans le monde, ces traces-là, et puis qui affirmeraient que plus que probablement, il y aurait eu une interaction entre une race, on va dire extraterrestre, et la race humaine. Il y a eu des milliers d'années, il y a des milliers d'années de ça, et jusqu'à nos jours. Là, on va parler essentiellement de la théorie des anciens astronautes. Donc, cette semaine, on va regarder c'est quoi ça, ça consiste en quoi réellement la théorie des anciens astronautes, ce que ça peut représenter, puis la véracité de cette ligne de pensée-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la théorie des anciens astronautes, il y a plein de monde qui adhère à ça, mais c'est quoi, tu sais, je veux dire, dans le fond, ça se peut-tu, simplement dit, là, c'est ça qu'on va regarder, tu sais. Évidemment, je ne prendrai pas nécessairement parti parce que même si je l'ai souvent dit, il y a certains faits, il y a certains artefacts qui sont assez mystérieux, mais il ne faut pas oublier que dans le fond de l'histoire, historiquement, l'homme a toujours été très inventif par lui-même pour résoudre ses problèmes. Tu sais, je veux dire, ça me surprendrait bien gros que quand il est tanné de manger de la soupe avec ses mains, il y a 3000 ans, que ce soit un extraterrestre qui lui ait dit « Garde, fais-toi donc une cuillère de bois ». C'est un exemple assez ridicule, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, il y a quand même beaucoup d'inventions qui viennent directement de l'homme. Puis là, on ne rentrera pas dans certains détails, les pyramides, tout ça aujourd'hui. C'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais tu sais, au fond, ce que je veux dire, c'est que il est extrêmement important de ne pas absolument puis directement admettre, juste parce que l'idée nous séduit, que certains de ces faits-là, ces objets-là, prouvent définitivement, puis sans l'ombre d'un doute, la réalité d'une présence extraterrestre dans l'histoire humaine. T'sais. J'admets par contre que c'est assez facile de conclure rapidement que certains événements, objets ou récits sont extrêmement intéressants et attirants, mais il est aussi très important de ne pas tomber justement dans la facilité,
uniquement parce que l'hypothèse extraterrestre semble être la seule explication. Puis ça, c'est important de garder ça en mémoire parce qu'il faut réellement prendre tout ça avec un grain de sel, puis se questionner, tu sais. Parce que, tu sais, je suis pas nécessairement un exégète aguerri de les théories des anciens astronautes, là, même si j'en ai étudié pas mal, là. Mais dans le fond, il faut absolument faire nos propres recherches pour être en mesure d'émettre nos propres théories ou opinions, puis ça, sans pour autant dénigrer et accepter celles des autres, là, tu sais, je veux dire. Mais j'avoue que certaines images, certains récits, puis il y a certains objets qui me font personnellement me questionner fortement. Mais dans le fond, la connaissance, c'est la mère de toutes les réflexions. Fait que si on veut réellement faire une analyse éclairée pour se donner vraiment une bonne base, donc le début, ben c'est quoi ça? C'est quoi? En quoi ça consiste, la théorie des anciens astronautes? Donc, la théorie des anciens astronautes, ce serait une ligne de pensée selon laquelle plusieurs anciennes civilisations auraient été en contact avec des êtres extraterrestres descendus du ciel sur la Terre pour apporter certains savoirs à la race humaine dans l'Antiquité. Puis probablement que ce savoir-là, c'était dans les domaines de mathématiques, de l'architecture, la médecine, l'astronomie, etc. D'après les récits qu'on est capable de voir qui ont été traduits de cette époque-là, ces visiteurs-là auraient possédé une technologie nettement supérieure à celle de l'homme de l'époque et auraient finalement fini par être élevés au rang de Dieu parce que c'était des êtres surnaturels, pleins de pouvoirs incompréhensibles puis inexplicables par les hommes de l'époque, là, par la civilisation terrienne qui pouvait vivre sur la Terre à cette époque-là. C'est aussi intéressant de souligner que des récits avec des êtres exceptionnels comme ça, là, on a vu naître partout des mythologies dans le monde qui racontent à peu près toute la même histoire dans le fond. T'sais. C'est comme si c'était arrivé un peu partout sur la planète, à peu près dans les mêmes époques, dans presque toutes les religions. T'sais. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Il y a une chose très importante à souligner par contre à ce moment-ci, c'est qu'à l'époque, toujours d'après ce que nous connaissons de notre histoire humaine, là, ce que notre histoire humaine nous indique de notre passé, il existait pour ainsi dire aucune technologie sur la Terre à cette époque-là. Donc, essayez d'imaginer le choc culturel puis technologique qui a pu être assez exceptionnellement fort pour ceux qui se sont ramassés face à face avec soit un vaisseau spatial ou simplement devant un appareil technologiquement avancé. On peut penser comme un ordinateur, par exemple. Donc, il faut se rappeler, puis toujours se garder ça à l'esprit, que ceux qui ont écrit ces récits-là, il y a des centaines, pour pas dire des milliers d'années, n'avaient aucune connaissance d'une culture technologique quelconque, puis que la façon dont ils représentent la chose prend indubitablement, officiellement, une tangente surnaturelle. Donc, ça biaise un peu le récit parce que à ce moment-là, on peut presque dire que tout se peut. Il faut être capable de regarder ces récits-là. C'est sûr qu'on peut les regarder avec un œil technologique. Puis si on les regarde avec un œil technologique, on peut faire des associations de mots, des associations d'expressions. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'à l'époque, ces gens-là ne connaissaient rien. Là, je veux dire, c'était toujours d'après l'histoire qu'on connaît de notre histoire humaine, à cette époque-là, il n'y en avait pas de technologie sur la Terre. Fait que donc, n'importe quel peuple qui va arriver avec une technologie avancée va vraiment marquer l'imaginaire, si on peut dire comme ça, des gens qui ont écrit ces récits-là. T'sais. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder ça avec un grain de sel. Puis, je veux dire, c'est beau, là, c'est très, très... C'est fantastique, mais attends un peu, on va regarder ça comme faut pour être capable d'analyser ça comme faut pour pas tomber justement comme je disais tantôt dans mais c'est évident. Il n'y a pas d'évidence là-dedans là, parce que sans dire que l'histoire est menteuse, on ne sait pas jusqu'à quel point que la description de certains événements, de certaines de ces rencontres-là, c'est pas flyé un peu si on peut dire, En tout cas, mais moi, personnellement, j'ai découvert cette théorie-là lorsque j'étais assez jeune par l'entremise du film documentaire La présence des extraterrestres. Puis ça, c'est tiré du livre du même nom de Eric Von Däniken, La présence des extraterrestres. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est quand même assez intéressant. Puis ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, je pense qu'il est encore disponible.
Mais le documentaire, il jette un regard intéressant sur plusieurs aspects de ces théories-là. Puis, même si ça date un peu, c'est quand même très actuel parce que, je veux dire, une gravure qui a été faite 3000 ans avant Jésus-Christ est encore là. Tu sais, je veux dire, donc, c'est sûr que les réflexions peuvent avoir évolué un peu au fil des années, mais c'est quand même très intéressant. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, le plus populaire, je pense, des propagandistes de la théorie des anciens astronautes, ce serait lui, Eric von Däniken. Mais si on cherche un peu, on peut observer les premiers balbutiements de certains écrits de ce genre-là dans les années 1870-1880 par les écrits de Helena Blavatsky. Personnellement, je la connais pas. Par contre, et évidemment, comme la nature toujours horreur du vide, la science officielle, eux autres, ils sont pas très, très forts là-dessus parce que les théories des anciens astronautes, ils disent que ça n'a pas de fondement parce que la majorité des artefacts pouvant laisser peut-être sous-entendre une possible influence extraterrestre, il aurait déjà été expliqué concrètement par l'archéologie, tu sais. Mais d'un autre côté, puis encore une fois, sans dénigrer personne, il y a beaucoup de choses que l'archéologie comprend pas ou n'arrive pas à expliquer, puis avec les dogmes en général, ces articles-là, ça se ramasse le plus souvent qu'autrement sur la tablette des articles religieux, tu sais. Puis, mettons qu'on veut pousser un petit peu plus loin, un article religieux, c'est simplement un article qu'on n'arrive pas à caser logiquement dans le quotidien d'une civilisation extincte, puis qu'on n'arrive pas à avoir toute l'information sur cette civilisation-là. Tu sais, il y a bien des questions. L'archéologie en ont fait beaucoup de choses, puis ils ont fait beaucoup de belles choses. Mais à un moment donné, des fois, peut-être qu'ils ont l'article religieux facile, tu sais. Parce que c'est pas nécessairement parce qu'on sait pas ce que c'est un article religieux. Là, je vais donner un exemple que j'ai déjà donné, mais que tout le monde rit de moi, dans le fond, quand je donne cet exemple-là. Mais tu sais, prends exemple d'une ville moderne aujourd'hui, OK? Où il y a un super de gros centre d'achat. Et puis, dans 3, 4, 5, 6, 7, 10 000 ans d'ici, il ne reste pas grand-chose, tu sais. Les archéologues de cette époque-là, dans le futur, s'ils font des fouilles, mettons, au-dessus du centre d'achat, ben, il y a bien des chances que 10 000 ans plus tard, si la civilisation existe encore, ça allait évoluer dans une autre direction un peu. Tu sais, peut-être qu'on consommera plus de la même façon, peut-être qu'on vivra même plus de la même façon, tu sais. Donc, il y a peut-être bien des affaires qui vont dater de 10 000 ans qu'on ne comprendra pas, tu sais. Parce que juste un exemple facile, si, mettons, on est capable, en médecine, d'éliminer les amputations, ces choses-là, on s'en va à l'hôpital parce qu'on a une jambe cassée, puis on sort de là 10 minutes après. C'est sûr que ça dépend des temps d'attente, là. Mais si on ressort de là 10 minutes après, puis que c'est réglé parce que ils ont trouvé un moyen de rafistoler l'os électroniquement avec un rayon X quelconque qui fait en sorte que la régénération est instantanée. Tu sais, il y a bien des affaires qui n'existeront peut-être plus. Fait que des béquilles, mettons, là, ça n'existera plus, là, tu sais, là. C'est un exemple assez boiteux, mais quand même. Mais ce que je veux en dire avec ça, c'est que s'ils font des fouilles au-dessus d'un gros centre d'achat, ils vont probablement trouver à un moment donné une caisse enregistreuse. Ben là, ils vont trouver une caisse enregistreuse dans pas mal toutes les maisons qui pensent que c'est une civilisation qu'il y avait là. Fait que, tu sais, c'est quoi une caisse enregistreuse pour un archéologue de l'an 25 000, exemple? Là, tu sais, je veux dire, ils vont-tu dire que, vu qu'ils savent pas ce que c'est, mais qu'il y en a partout, que c'est un article religieux? Regarde, c'est juste un exemple imbécile que je donne souvent rapport aux articles religieux, mais tu sais, on peut pas nécessairement admettre que c'est un article religieux instantanément, comme on peut pas nécessairement admettre non plus que c'est les extraterrestres instantanément. On arrive à la fin de la chronique cette semaine encore, mais ce que je veux en venir avec ma chronique cette semaine, c'est que oui, la théorie des anciens astronautes, c'est extrêmement intéressant parce que on découvre plein de choses en regardant dans l'histoire de l'homme. Puis comme je l'ai toujours dit, je suis un peu maniaque de ça, c'est quand on regarde dans le passé qu'on découvre ce qu'on est rendu, tu sais. Mais la théorie des anciens astronautes nous montre qu'on peut interpréter les anciens écrits, les anciens artefacts d'une autre façon en les regardant avec un œil technologique. C'est fantastique. Il y a des tableaux qui existent, il y a des choses qui sont incroyables, là, qui sont totalement anachroniques en rapport avec la période avec laquelle ils sont associés quand on fait des fouilles archéologiques. Donc, ça laisse beaucoup de questionnements. Puis,
les dieux à l'époque, là, c'est vraiment, vraiment passionnant de regarder ça parce que c'est toutes des personnes qui arrivaient dans des vaisseaux de feu et de fumée du ciel puis qui faisaient des affaires fantastiques, t'sais. Ça laisse beaucoup à réfléchir, puis on peut vraiment émettre des hypothèses intéressantes. Mais qu'est-ce qui est important de retenir là-dedans? C'est que c'est simplement des hypothèses. On peut être certain de rien. C'est sûr que c'est très alléchant, je l'ai dit tantôt. Je veux dire, il y a des choses comme c'est évident, là, que c'est évident. Non, ça peut pas être si évident que ça parce que faut prendre tout le contexte de qu'est-ce qui s'est passé puis de l'analyser comme il faut. C'est ce qui m'a fait à ma petite chronique cette semaine. On va continuer dans la même veine la prochaine chronique, mais là, je vais vous donner des exemples de choses qui sont tellement bizarres que c'est vraiment à se poser des questions pour savoir, voyons, ça se peut-tu? Là, je veux dire, regarde, c'est-tu une preuve? Est-ce que c'est vraiment une preuve? Ben, je ne penserais pas qu'on ait jamais la preuve, mais c'est vraiment une preuve qu'il faut se poser des questions, par exemple. Donc, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ma petite réflexion sur la théorie des anciens astronautes. On poursuit dans la prochaine chronique dans la même veine. Merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit dans 2 semaines. .9fm.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 $. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières... T'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com. Aujourd'hui, on se fait la fête. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Stratos Pizzeria. L'hiver tire à sa fin et chez Stratos Pizzeria, on amène encore plus de bonheur dans votre vie parce qu'en mars, vous obtenez une pizza large all dress ou pepperoni et une grosse frite en plus de 2 litres de Pepsi pour 38,99 $. À vous d'en profiter. Stratos Pizzeria, en plein dans le goût. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, au 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100. Tant qu'à y être, vas-y fort! Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous la virée de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée danseur. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça! Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservé par Facebook. Et messieurs, dès minuit, on vous ouvre les portes aussi. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 234 rue de la Station, Arma. You're now listening. La radio de Lévis. Talk rock hip-hop. L'alternative radio.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio. Mon Dieu, je m'entends même pas. Moi, mon volume n'était pas assez élevé. Oui, c'est ça, tu parles pas assez fort. Ah, ailleurs. On a Jean Cazot au bout de la ligne. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien? Oui, absolument. Il fait pas beau dans ton coin? Non, ça s'est replacé, là. Ben, il annonce un gros orage. Moi, je m'en fous pas mal, là, d'un gros orage, mais là, c'est nuageux, c'est du soleil, mais c'est pas grave, pas important. Et que voulais-tu nous annoncer de particulier aujourd'hui? En fait, c'est pas quelque chose que je veux annoncer, mais étant donné que c'est sorti officiellement, parce que moi, je raconte jamais rien qui n'est pas, si je n'ai pas, si j'ai pas authentifié la source, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais au moins la source est sérieuse, c'est pas des hosties de niaiseries. Alors, la source en question, c'est le British Broadcast Company, c'est-à-dire la BBC, mais il y a le Washington Post aussi, puis il y en a un paquet d'autres. Bon, alors, en d'autres termes, ça ne vient pas, comme je le dis souvent, du sol d'un petit boutonneux qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et là, mais la raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que, premièrement, je suis à peu près certain qu'il n'y a pas un média québécois qui va en parler. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Les Américains, oui, ils vont en parler parce que ça les concerne. Mais au Canada, non. Moi, ça ne paraîtra pas. Et c'est ça qui est le pire. Puis c'est de ça que je veux parler, c'est que l'annonce qu'a fait ces deux personnes-là du Pentagone, elle est extrêmement importante. Mais ça passe dans le jus. Alors, ce que je veux faire rapidement, parce que je veux pas, je ne suis pas ici pour 2 heures, là. Je vais y aller le plus vite possible. En faisant un rappel aussi, parce que ça, c'est important. Si je ne fais pas de rappel, il n'y a personne qui va comprendre. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. OK. Comme tu peux voir, M. Christian Comtesse vient de s'ajouter avec nous à la diffusion. OK. Salut, Christian. Bonjour, Jean. Long time no see. Ça veut dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer. C'est ça que ça veut dire. Vous avez un langage. Quand vous avez une dame chez vous qui m'adresse la parole, avec l'accent que vous avez, je tombe tout de suite amoureux. C'est clair et net. Et j'ai ma femme qui est juste à côté, je vais ramasser un coup de rouleau à pâtisserie. Mais c'est pas, on n'a pas d'accent, nous. C'est vous autres qui avez un accent. Nous autres, on parle normal. C'est vous autres qui parlez bizarre comme ça. Je veux dire, j'ai pas dit bizarre. Ah, j'ai pas dit bizarre. J'ai dit un accent chantant. Bon, alors si vous me permettez, je vais aller rapidement à la chose. Il faut se rappeler qu'en 2021, il n'y avait pas que la pandémie qui était dans l'air. Le Pentagone annonçait un rapport qui était très attendu sur les ovnis. Il faut se rappeler que la dernière fois que le mot ovni a fait l'objet d'une déclaration officielle, c'est en 1969 pour nous annoncer la fin du projet Blue Book et en 1997 en nous annonçant que le ballon météo de Roswell était en fait un ballon espion. Alors, c'était probablement plus facile à identifier les ballons en 1947 que les ballons chinois de 2023, il faut croire. Mais là, c'était la dernière fois où on prononçait le mot UFO OVNI. Alors là, ce qu'on apprend, c'est qu'on sait qu'en 2017, il y a des photos puis des vidéos ça a coulé, ça. On se doute bien que c'est un coulage voulu. Et c'est ce qu'on appelle aussi, pour parler de ballon, en politique, on appelle ça un ballon. On lance quelque chose, puis on regarde la réaction. Or, comme personne ne s'est suicidé parce que des ballons volaient dans le ciel, ils ont décidé d'aller plus loin. Alors, nous voici donc avec un rapport qui était exigé par le Congrès américain après
de nombreux rapports de l'armée américaine sur des véhicules la même... T'as gelé, tu gèles. Pardon? Ton ordinateur a gelé. Ah oui? Oui, t'as figé quelque temps. Mais continue, c'est revenu. OK, bon, d'accord. Alors, ce que je... Attends, je vais juste voir si je n'ai pas d'autres affaires d'ouvert, parce que quand j'ai d'autres affaires d'ouvert, ça peut... ralentir. Ouais, des fois, ça on peut reçoit les ralentir. messages en même temps, puis ça ralentit notre connexion. Ben c'est ça. Ça, je vais fermer ça, je n'ai pas besoin. Puis ça, OK, bon, ça devrait aller. Bon, le point que je veux avancer, c'est que en 2021, il n'y a pas longtemps, là, c'est en plein pendant la pandémie, le Pentagone a créé un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, ce que les Français, d'ailleurs, appellent les PAN. Bon. Alors, comme les Français aiment bien changer ce qui n'est pas brisé, ils ont décidé que OVNI, ça ne marchait pas. Ils ont préféré PAN. Un jour, on nous expliquera le mystère, parce que c'en est un. Bref, le Pentagone crée donc cette chose-là en 2021. Attention, là, oublie pas, ça fait depuis 1969 qu'il nous dit qu'il ne s'en occupe pas, parce que ce n'est pas vrai, ces affaires-là. Ben, écoutez, là, il y a eu des détracteurs qui ont dit que ce que les pilotes d'avion, puis la base, les soldats, puis les militaires, tout ce qu'ils avaient vu, c'était des ballons, des drones militaires russes ou chinois. Là, je vais être très méchant ici, là. Très, très méchant. Parce qu'il faut vraiment être con, stupide ou de mauvaise foi pour prétendre à une affaire de même. C'est un peu comme si le Pentagone, avec tout ce qu'ils ont comme ressources, ils ne sont pas capables d'identifier des drones. Ah ben, regardons ça. Mais des petits clins qui ne se nomment pas, eux autres s'avancent et disent « Ouais, c'est des drones, c'est des drones. » Bon, alors ça, on le sait tout de suite. Ce sont des détracteurs qui sont incapables d'accepter autre chose que, je ne sais pas, moi, leur propre identité, c'est tout. Alors, ils sont incapables d'aller plus loin que ça. Mais il faut être vraiment naïf pour penser que le Pentagone ignore quoi que ce soit de la technologie adverse, et pas plus celle des Américains que les Chinois. Bon, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est important ça, parce que ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est vérifiable, et en plus de ça, mais ce n'est pas mentionné nulle part, ça n'a pas éclaté. Mais il faut comprendre une chose, ce que ces gars-là ont vu, c'est de l'antigravité, des pointes de vitesse, mais surtout d'accélération fulgurante, sans échappement, luttant contre les forces inertielles qu'on connaît, comme si c'était un jeu d'enfant. Puis des manœuvres impossibles, des virages en épingle à cheveux à des vitesses phénoménales. On ne peut pas faire ça chez nous. On n'est pas capable. On n'a pas cette technologie-là. Point final. Maintenant, une fois que c'est fait, ça, là, ils ont mis tout ça sur vidéo, comme je l'ai dit, et à un moment donné, il y a une déclaration qui a été faite que je trouve très intéressante, c'est celle de John Ratcliffe. Ça, c'est un personnage qui est très réputé pour son conservatisme. Il était à ce moment-là le directeur du renseignement national américain, finalement, et il a dit ceci, je cite, n'oubliez pas, là, c'est le directeur du renseignement, là. C'est pas un petit clin, là, qui travaille, là, qui a poigné un papier sur le bord du bureau en faisant sa manifestation le 6 janvier, là. Non. Là, on parle d'un gars qui fait sa job de renseignement. Lui doit tout savoir. Et là, il vient nous dire, on est en 21, là, ces objets effectuent des mouvements difficiles à reproduire, moi j'ajoute impossible, pour lesquels nous n'avons pas la technologie et qui se déplacent à des vitesses dépassant le mur du son sans bang sonique. Ça dit tout. Ça n'existe pas, ça. Chez nous, on n'est pas capable de faire ça. Impossible. On n'a pas réussi encore à se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son sans créer une compression des molécules d'air qui crée, on le sait, un bang sonique. Eux autres le font de même. Ça se déplace très rapidement. Je cite encore le monsieur. Ça se déplace très rapidement de manière très irrégulière
Et on ne peut pas anticiper la direction que l'objet va prendre ou la manière dont il manœuvre. Ça, c'est aussi un pilote de la Navy qui répète la même chose. Lui, il a essayé d'en chasser un, il a essayé de le poursuivre, il n'a jamais été capable. Jamais été capable. Là, on parle d'un pilote de la US Navy, on ne parle pas de grand-papa qui s'est acheté un Cessna, là, qui se promène avec sa petite famille. Non, on parle d'un chasseur américain, des gars qu'on envoie en Irak, qu'on envoie en Afghanistan. Bon, là, on se retrouve donc à ce moment-là avec, toujours, et je le répète, on est toujours en 2021. Mais il faut savoir que depuis 2007, et ça, on ne le savait pas, ça, depuis 2007, le Pentagone avait repris toutes ses recherches à la demande d'un sénateur du Nevada, Harry Reid, un démocrate, qui représente la région qui englobe la fameuse zone 51. Là, on apprend autre chose aussi. Moi, je savais, puis tout le monde, tous les ufologues savent que depuis Eisenhower, en passant par JFK puis Jimmy Carter, qu'il y a de nombreux présidents américains qui sont exprimés sur la question. Mais là, on ajoute que le directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, avait promis pendant la campagne de 2016 qu'elle publierait des rapports gouvernementaux classifiés sur les extraterrestres si elle était élue. Ça, je le savais. Mais ça n'a pas fait plus de bruit qu'il faut. L'an dernier, c'est la dernière fois que je le cite, l'an dernier, Donald Trump, alors président, a déclaré qu'il ne divulguerait pas, même à sa famille, ce qu'il avait appris sur les extraterrestres. Je ne vous en parlerai pas, mais c'est très intéressant. Alors, n'oubliez pas, citer Trump, ce n'est pas dans mes habitudes, rassurez-vous. Maintenant, là, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'ancien président Barack Obama avait exprimé assez clairement, toujours en mai 2021, à James Corden, un animateur de télé, il dit « Quand je suis rentré en fonction, j'ai demandé s'il y avait un laboratoire quelque part où on garde les spécimens extraterrestres. » Là, il est parti à rire parce qu'il faisait une joke. Mais une fois que la joke a été faite, il dit « OK. » Là, il dit « Je suis sérieux, vraiment sérieux. » Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des images, des enregistrements d'objets dans le ciel dont on ne sait absolument pas ce qu'ils sont. C'est un président américain qui parle, là. Ça, c'est le gars qui donne 800 milliards de dollars de budget par année pour protéger les États-Unis contre des incursions extérieures étrangères, puis qui dit ça, on ne sait pas c'est quoi. Wow, minute, là. C'est le président qui dit ça, là. On ne sait pas c'est quoi. OK. Moi, si j'avais été là, je ne veux pas me prendre pour le gars, là, c'est facile à dire, je n'y étais pas, mais j'aurais dit, ben, à quoi ça sert ces milliards-là dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, il me semble. Là, tu le mets dans l'eau bouillante, là, tu es obligé de répondre à ça, mais on sent l'air que personne n'y a demandé. Bon. Là, si on va. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça va. Je pense que c'est Christian qui a peut-être un retour de son. Non, non, j'ai coupé son son. Oui, j'avais du son qui arrivait de lui. Je l'ai coupé justement pour pas qu'on l'aille dans le son. Marguerite, tu peux baisser un peu le son de la télé, s'il te plaît? Oui, la télé française est tellement plate, coupe ça. Je pense que ça te prendrait des écouteurs, Christian, pour être sûr. C'est la télé? OK, d'accord. Bon, voilà. Alors, si je poursuis, parce que j'achève là, le point le plus important, c'est qu'on va s'en rappeler, c'est lorsque le 19 mai 2022, on change d'année, un an plus tard, rappelez-vous de ça, parce que les Québécois, les Français, je ne sais pas, mais les Québécois n'en ont jamais entendu parler par autre que moi-même dans cette émission-ci, puis peut-être d'autres ufologues ailleurs, je ne sais pas. Mais dans les médias du mainstream, il n'y en a jamais été question. C'est important. Scott Bray, c'est le directeur adjoint du renseignement naval. C'est à peu près l'équivalent de Podesta, mais pour la marine. Il est allé présenter des photos, des vidéos, les mêmes, aux membres du Congrès. Le Congrès américain, c'est l'hémicycle en France, c'est l'Assemblée nationale au Québec, c'est
la Chambre des communes à Ottawa. C'est le siège du pouvoir. Il est là. Et en pointant les photos puis les vidéos, il a réaffirmé sans équivoque ce que Obama avait dit. Mesdames et messieurs du Congrès, nous ne savons pas ce que sont ces objets. Ça, c'est en 2022. Pas un son, pas un bruit, rien. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, soit que les gens sont carrément imbéciles ou ne sont pas informés. C'est un des deux, là. C'est un des deux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tu ne verras jamais un gars du Pentagone aller devant le Congrès et admettre son incapacité de ce qu'il représente d'identifier ces objets-là. Il met sa carrière en jeu, là. Alors, il ne s'est pas levé ce matin-là en disant « Ouais, c'est quoi ces affaires-là? Je pense que je vais aller le dire aux sénateurs, puis aux congressistes, puis à tout ce monde-là. » Il est temps qu'on fasse quelque chose. Tu sais, là, il a pris son café, puis il s'est rendu au Capitole. Non. Avant de faire ça, tu peux être certain. On est au Pentagone, là. C'est des militaires. On sait comment ils sont. Ils sont allés chercher toutes les informations possibles et inimaginables des bases militaires en question, des navires en mer, des chasseurs en mission qui ont filmé ces choses-là ou qui ont vu ces choses-là ou qui ont tenté d'intervenir et ils sont allés chercher tous les détails pour s'assurer de ne pas dire des niaiseries. S'en assurer que c'est... Laissez-moi pas aller devant le Congrès pour 2 semaines après me dire « Ah, on s'est trompé, monsieur le directeur, c'est des ballons, tu sais, ou c'est des drones. Oh, on s'est trompé. » Non, oublie ça, là. Oublie ça. Jamais de la vie, ce gars-là serait allé risquer sa carrière. Et là, ça continue. Avant-hier, le 16 mars 2023, ça c'est avant-hier, le Pentagone affirme que des extraterrestres pourraient pénétrer notre système solaire. Nous surveiller. Oui, ça a été dit par Sean Kirkpatrick, directeur de Hors-Domaine Anomalie. M'en vient. Ça, c'est oui, effectivement, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont affirmé que des extraterrestres seraient en mesure de pénétrer notre système afin de déposer des sondes minuscules dans le but d'étudier notre planète. C'est sûr que le gars, il fait attention à ce qu'il va dire. Il ne peut pas s'avancer et dire envoyer des UFO de 600 pieds de large puis atterrir sur le terrain de la Maison-Blanche. Il n'ira pas jusque-là. Mais il dit, ce serait un peu comme nos missions qu'on mène via la NASA. Alors, ce gars-là, c'est le Hors-Domaine Anomaly Resolution. C'est un office du Pentagone. Ce n'est pas une entreprise privée. C'est le directeur de ce chose-là. Mais l'autre est intéressant aussi. Abraham Loeb, c'est le président, attention là, président du département d'astronomie de l'Université de Harvard. Ah ben là, là, je regrette, mais commencer à chier sur la tête de ce gars-là, là, ça va être difficile parce que tu n'es pas président du département d'astronomie de Harvard si tu es un Looney Tunes. Comprends-tu? Oui. Bon, parce que ces gens-là ont une réputation à conserver. Ça, c'est une affaire qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est bien facile de rire des autorités, puis se moquer des autorités, puis les autorités, mais ça reste que le monde tourne pareil, tu sais. Puis je veux dire, il y a des gens intelligents qui travaillent dans ces endroits-là. Il faut arrêter là de tomber dans l'hystérie collective, de dire « Ah, ça vient des États-Unis, c'est pas bon. Ça vient des Américains, c'est pas bon. » Hey, comment? Tu sais? Moi, j'ai vu ce que SpaceX sont en train de faire ici, là. C'était écœurant. C'est incroyable ce qu'ils réussissent à faire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça, c'est pas mon sujet matin. Ils ont dit un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau parent, ce que nous autres, les ufologues, on appelle un vaisseau mère, qui libère de nombreuses petites sondes, nous autres, on dit des petits vaisseaux, lors de son passage proche de la Terre.
une construction opérationnelle qui n'est pas très différente des missions de la NASA. Là, il appelle ça, ces graines de pissenlit, c'est sa façon de parler, n'oubliez pas, là, ces gens-là savent l'importance qu'ils ont au niveau de la population. C'est qu'ils savent ce qu'ils représentent. Alors, ils font très, très attention au choix des mots pour ne pas énerver personne et pas causer je dirais pas une panique, mais commencer à trop brasser. C'est pas le temps. Alors, il dit, ces graines-là pourraient être séparées du vaisseau mère par la force gravitationnelle, puis en tout cas, ou par une capacité de manœuvre. Là, il faut se comprendre. Alexander Loaf, c'est celui, puis moi j'étais allé, à l'époque, j'allais souvent chez Denis Lévesque, et Denis m'avait demandé de venir lui expliquer ce qu'était cette espèce d'objet-là, le ou-moi-moi. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Bon, ça c'est en 2017. Puis en 2017, Alexander Love avait dit, ce machin-là pourrait très bien être une fabrication provenant d'une autre civilisation. Est-ce qu'il a perdu sa job? Non. Il est toujours le président de choses d'astronomie à Harvard. Alors, ça veut donc dire que on a maintenant des déclarations, moi, qui m'auraient fait rêver il y a 50 ans. Moi, quand j'ai commencé en ufologie, l'ufologie arrêtait aux États-Unis. Le programme Blue Book, boum, c'était fini, ça. Moi, je rentre là-dedans. Et là, ce que je rends compte, c'est que 50 ans de travaux sur le terrain, moi, c'est une explosion de vérité qui est là, moi. Pour moi, la question, elle ne se pose plus. Puis ces histoires-là de moi, puis d'envoyer des petits tons, on dépasse ça. Mais là, je fais juste vous dire que les gens qui ont à cœur de la civilisation sur laquelle ils sont responsables, le Pentagone, c'est la police la police mondiale des États-Unis. Tu sais. Si ces gens-là sortent publiquement pour reconnaître l'existence du phénomène OVNI et que ça pourrait être, et qu'ils mettent le mot extraterrestre. La seule fois que j'ai vu le mot extraterrestre dans un document officiel, c'est celui qui avait été donné à l'admiral Hill Cutter en 1947. C'est la seule fois que ça s'est produit, où le mot extraterrestre. Là, et c'était secret. Là, c'est public, ouvert. C'est la première fois qu'ils mettent le mot extraterrestre dans leur langage pour nous parler de ces objets-là. Ils sont en train, là, je conclue là-dessus, ils sont en train d'ouvrir une grosse porte pour une divulgation beaucoup plus importante. Oui. Ou préparer les gens, parce qu'il a été question aussi par plusieurs personnes, comme quoi qu'il allait avoir une... comment est-ce qu'on dit ça? Donc, voyons, Steve, aide-moi. Même avec Éric, on en parlait. Non, tu vieillis, toi? Oui, ben oui, c'est clair. C'est clair que je vieillis. En fait, une fausse invasion qui aurait lieu, puis pour prétendre que s'il se passe quelque chose... oui, la Blue quelque chose, là. Il y a, quelque chose comme ça. Je me souviens de ça, T'as encore un autre chemise, ça. Montrez-moi des éléments de preuve de ça, avant de dire des affaires de même. Ben, ça peut arriver, selon toi, M. Comtesse. Détourner l'attention. C'est détourner T'as l'île de Cuba en passant. Les gens, ils s'occupent à autre chose que de faire la guerre chez eux. Comme ça, on a un ennemi commun sur toute la Terre. Donc, ce ne sera plus les Chinois contre les Américains ou les Américains contre les Russes. Ce sera la Terre contre les extraterrestres. Oui, mais on ne peut pas faire ça s'il n'y en a pas. Ben voilà. Et voilà. Alors, c'est pas... moi, qu'importe l'issue finale de ça, moi, ce que je dis, c'est que là sur le concret, là, ce qu'on voit, là, c'est 3 portes qui sont ouvertes. En 21, en 22, puis là, en 23. 3 portes qui s'ouvrent. Et les gens ne bougent pas. Les gens ne réagissent pas. Les gens, ils ne sont pas en panique. Ça ne court pas dans les rues. Moi, j'ai vu personne courir dans les rues en disant « Ah, ils ont dit que les extraterrestres... » Non. On nous a assez fait chier pendant 3 ans avec une pandémie qui n'existe pas.
On n'y a pas cru. Fait que, tu sais, ben, enfin, il y en a un mot du paquet qui y ont cru, mais il y en a un mot du paquet qui n'y ont pas cru. Bref, la panique n'a pas pogné. Alors, là, ils sont en train de réaliser qu'ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire sur le phénomène extraterrestre, en partie ce qu'ils savent, sans que ça fasse trop de vagues. Alors, ils vont ouvrir une 4e porte, puis une 5e, puis une 6e, puis je ne sais pas, à un moment donné, tout l'édifice va s'écrouler, puis là, tout va sortir. Je pense qu'on en est rendu là. Puis la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je suis en train de reviser, moi, un manuscrit que je m'en allais proposer à l'éditeur. Et en lisant ça, j'ai dit non. Là, je suis dans le champ. J'avais écrit ça il y a 1 an et demi. J'ai dit non. Là, il faut que je remette ça tout à neuf. Parce que ça a changé. Moi, dans ce texte-là, je disais, il n'y en aura pas de grandes déclarations, mais là, je commence à dire oui, on vient d'ouvrir 3 portes. C'est une affaire de rien d'en ouvrir une 4e, une 5e ou une 6e. C'est vers ça qu'on s'en va. Oui, par contre, le fameux dicton qui dit « regarde dans ma main gauche », pendant ce temps-là, je fais d'autres choses avec ma main droite. C'est ça que je crains. Oui, mais ça, on s'en fout de ça. C'est pas ça qui est important. Non, on s'en fout de ça. On le sait très bien qu'ils sont toujours à jouer avec leur main gauche pendant qu'ils nous disent de regarder la droite. C'est le truc du magicien. On le sait, ça. Ça a toujours été là. La situation de la COVID, c'est exactement la même chose. C'est pas ça le point. C'est que il faut quand même reconnaître qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Moi, ça fait 56 ans que j'attends ça. Est-ce que tu reconnais l'idée que... Je m'entends en arrière-plan. Est-ce que tu reconnais l'idée que bon, là, je viens de la perdre, mon idée. Oublie ça, j'ai rien dit. Ça va m'en revenir. Voyons, ça se peut-tu, toi? Moi, c'est juste que je comprends, Jean, ton point, que ça fait 50 ans que tu attends après ça, là. Mais pourquoi que ça se passe là? Tout d'un coup, là, les portes s'ouvrent soudainement. Après 50 ans? Oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que le Pentagone nie puis essaie de passer à autre chose. Puis là, parce qu'ils ont décidé de divulguer des vidéos, bang, tout va se produire, puis ça a changé toutes les choses. Pourquoi ça se passe là? Moi, c'est ça ma vraie question. C'est pas l'information qui est divulguée, c'est pourquoi ils décident de la relâcher là. Puis ils l'ont pas fait avant. Ben alors, moi, j'ai pas de réponse à ça. Il y a plein d'autres autorités, d'autres pays aussi qui ont divulgué. Je te réponds. Il n'y a pas de réponse à ça là, parce qu'on n'est pas dans les petits papiers, dans les secrets. On peut être dans l'imaginaire, inventer toutes sortes de réponses. Pensez ci, pensez ci, pensez ça. Mais pour le moment, moi, ce que je vois, c'est une ouverture, probablement parce que, et ça a été indiqué aussi dans les communiqués, mais il y a énormément de pression de plus en plus publique sur le gouvernement américain, mais sur le gouvernement français aussi, à ouvrir les documents ufologiques, à faire en sorte que ça avance, qu'on en sache plus. Et c'est Hillary Clinton qui a parti le bal, parce que même son mari, Bill Clinton, il est allé à la télévision, je l'ai vu, cette entrevue-là. Puis il parlait de tout ça comme... Puis à un moment donné, il dit « There's another government in that government ». Il y a un autre gouvernement dans ce gouvernement-là. Puis il dit, celui-là, je n'ai pas le contrôle dessus. Tu allais dire ça, bang, de même. Ouais. Alors, mais qu'importe ce qu'il veut, cet autre gouvernement-là, ça, on s'en fout. Il va toujours être là. Il était là il y a 1000 ans, puis il va l'être encore. Il y a quelque chose qui est en train de se passer officiellement et publiquement, et ça se passe, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, il n'y a rien, tu sais, c'est correct, ça va, emmenez-en du stock, on est capable d'en prendre. Mais je viens de retrouver ce que je voulais dire. En fait, est-ce que tu as vu passer les 4 hélicoptères militaires qui ont été filmés la semaine dernière au-dessus de Montréal? C'est la panique que ça a créé, là. Les gens voyaient que les lumières qui s'en venaient face à face, toutes bien alignées. Et là, ça s'est mis à circuler comme quoi que il y a des UFO qui se promènent au Québec. Ça a été filmé au Québec. Oh. Mais partout ailleurs, on voit que les gens ont seulement mis une partie de la vidéo. Ils ne mettent pas l'entièreté. C'est ça qui m'écoeure parce que on entend clairement les hélicoptères. Je vois Christian qui est tout à fait d'accord. Habituellement, les hélicoptères ne sont pas autorisés à voler de nuit au-dessus d'une ville.
Non, à moins qu'il y ait une urgence. Ah ben les policiers, ils le surveillent aussi les villes et ils projettent les projecteurs quand il y a des délits qui sont commis. Mais c'est toujours pareil. Les gens, si moi ou vous, qui êtes un petit peu connaisseur en ufologie, vous êtes témoin de quelque chose, vous prenez votre téléphone portable, vous commencez à filmer, vous allez filmer jusqu'au bout. Et puis la vidéo que vous allez filmer, vous allez la mettre en entier sur Internet. Alors que les gens, ils mettent 10 secondes. Parce que, bien entendu, à la 11e seconde, on s'aperçoit que c'est un oiseau. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça. Mais là, en ce moment, on a plein de gens qui font ça, là, actuellement. Mais j'ai connu des gens Québec. Écoute-moi, je voulais te poser une question. On est tous les deux pratiquement de la même génération. Ah non, moi, je suis jeune. Oui, moi aussi. Justement, c'est pour ça que je te dis qu'on est de la même génération. Mais ces histoires de divulgation, ça fait depuis combien de temps qu'on en entend parler? C'est nous qui en parlons. Mais oui, mais il y a tout le monde, ça fait des années que en l'an 2000, quand on est passé en l'an 2000, ça y est, la divulgation, ils vont atterrir et patati patata. En 98, c'était la même chose. Oui, mais Christian, il y a des esprits échauffés aussi là, qui ont embarqué là-dedans. Là. Tu sais, c'est certainement pas Raël qui a aidé. Hein? Bon. Oui. Il y a une recrudescence aussi quand que Stephen Greer est sorti avec son fameux protocole pour les ateliers. Fait que, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui sort dans le décor public, on dirait que ça va repartir à nouveau, puis les extraterrestres vont atterrir, vont venir nous sauver. Puis... On peut dire merci à David Icke aussi pour dire des niaiseries, puis Stephen Greer aussi, puis toute cette gang-là. Ça aide pas, ça. Ça aide pas, parce que les gens qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là, ils tombent là-dessus, c'est croustillant, là. Voilà. C'est juste une façon de se faire valoir devant du public. Exact. Et sais-tu quoi? C'est beaucoup plus payant, financièrement payant, de dire des niaiseries que de dire la vérité. Oui. Hey, messieurs, le gouvernement qui fait ça. Oui, ben c'est ça. Notre gouvernement le fait. Mais restez là, messieurs, parce qu'on doit aller à la pause, parce qu'on est en retard de 7 minutes. Mais on vous revient, fait que restez là, vous deux. On revient tout de suite après la pause. Talk, rock et hip-hop. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Tu aimerais travailler au sein d'une entreprise humaine et en pleine croissance? Groupe DBL, expert en toiture résidentielle et commerciale, est présentement à la recherche de nouveaux poseurs de bardeaux et de soudeurs de membrane avec ou sans expérience. Nous offrons plusieurs avantages tels que salaire concurrentiel, conciliation travail-famille, équipe dynamique, assurance collective et formation offerte. N'hésite plus et viens poser ta candidature au RH en commercial groupedbl.com. Au plaisir de travailler ensemble. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Les vêtements Hugo Strong. Des vêtements d'ici pour les gens d'ici. 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100 à Lévis. Les effets d'un joint s'estompent vite, alors que les effets de l'huile au cannabis prennent jusqu'à 8 heures ou plus avant de disparaître.
Manger, fumer, vapoter, ça gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les effets au québec.ca/cannabis. Un message du gouvernement du Québec. Ce jeudi le 29 mars, l'émission la plus hilarante de la radio prend vie à Lucar Lévis. Assistez à une soirée unique où les animateurs recevront 2 entrepreneurs inspirants pour une conversation sur la scène. Mais c'est pas tout. Avant le début du podcast, profitez d'une période de réseautage et dégustez des bouchées sur place. Réservez votre place dès maintenant sur le Facebook du Show des Trois Flots pour une soirée mémorable. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous la virée de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée danseur. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça! Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservées par Facebook. Et messieurs, dès minuit, on vous ouvre les portes aussi. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 234 rue de la Station, Arma. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, des pantalons adaptés à tous les corps de métier, des vestes, des manteaux plein air, des vêtements de tous les jours. Je te le dis, on y retrouve de tout. Au 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100. Les vêtements Hugo Strong. Tant qu'à y être, vas-y fort. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités Christian Cambois et Comtesse, pas Cambois, c'est un autre ça. Christian Comtesse et Jean Cazot. Donc, ce que je voulais dire tantôt, ce que je voulais en venir, c'est que l'histoire des 4 hélicoptères, c'est de voir les gens en panique aussi. Pas seulement qu'il ait partagé une vidéo qu'en partie, mais que la suite, on entend clairement que c'est un hélicoptère. Ça m'a fait vraiment suer de voir... C'est la malhonnêteté des gens qui veulent faire croire à... Et ça, j'aime pas ça. Oui, mais vraiment... ça, c'est plein de ça. Là. Il y en a de plus en plus. C'est infesté. Écoute, c'est pas... L'ufologie, c'est pas une science. On le sait, ça. C'est une discipline. C'est une discipline qui demande énormément de compétences dans à peu près tous les domaines. Faut être capable de parler de biologie, d'astronomie. Il faut être capable de parler de géométrie pour être capable de prendre les mesures, puis faire ci, puis faire ça. C'est exténuant comme travail. Et un vrai ufologue, c'est pas un ufologue de week-end. C'est un ufologue à plein temps. C'est un gars qui va être capable de se lever à 3 heures du matin pour aller voir ce qui se passe. Alors, écoute, ces gens-là, il n'y en a plus au Québec de ça. Il n'y en a presque plus. Presque plus. Je ne sais pas en France, mais je me dis au Québec ici, ça fait pitié. Il n'y en a plus. Alors, moi-même, d'ailleurs, je n'y suis plus. Je me suis retiré du terrain. Moi, à 73 ans, de la merde que je vais me lever à 3 heures du matin. Tu sais? Bon. Alors. À 37 ans, on ne peut plus être sur le terrain. C'est fini. Ben, c'est ça. Alors, mais chose certaine, la qualité de l'information en ufologie, puis surtout en ufologie, elle a fait ça comme ça. Elle a baissé depuis des années, avec l'infestation de la petite vermine sur Internet. C'est devenu épouvantable. Alors, ça ne me surprend pas ce que tu me dis. Ça ne me surprend pas du tout. Moi, je refuse 90% des affaires qu'on m'envoie faites sur YouTube, là, où si tu vois une gang de gars qui filment un ovni gros comme une maison, mais ils passent devant puis ils continuent. Tu sais. Ah oui, sure. Tu sais. Fais-moi croire ça, toi. Ou l'autre innocent qui filme, puis il parle à sa femme en même temps de ce qu'il va faire dans son week-end. Tu sais. Mais c'est supposé être l'observation du siècle.
Voyons donc, il ne faut pas nous prendre des imbéciles à ce point-là. Oui, mais c'est ce que je veux en venir à tout ça, c'est de voir la panique des gens qui les entend. J'en parlais justement avec Éric. Ben non, mais je m'excuse, Carole, mais 4 hélicoptères de nuit avec des strombos en avant, oui, c'est paniquant. Tu peux te demander qu'est-ce qui se passe. Y a-tu une manifestation en quelque part? C'est pas nécessairement lié au phénomène UFO, ça. Non, ben, la panique. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. C'est que, en fait, je veux en venir que les Ben, personnes qui ont filmé. ton idée. Ben, arrête de me couper la parole, bâtin. Il arrête. Je veux dire, en arrière d'une vitre, quelqu'un voit ça, il est dans son salon, qui reste dans un bloc, il voit ça par la fenêtre, 4 lumières qui s'en viennent au-dessus et vers eux, et ils ont sorti le caméra, puis tu les entends, là, fuck, qu'est-ce que c'est ça, puis wow, hey, on est envahis, ça y est, les extraterrestres débarquent, puis t'es un peu, toi. Il y en a un qui a écrit ça sur Facebook, qui a mis la vidéo que lui a filmée, puis c'est what the fuck que c'est ça? C'est ça qu'on entend. En français, Christian, qu'est-ce que vous avez... What the fuck? Donc, vous avez compris qu'on a des... Il y a quelques mots que j'arrive à prononcer, même avec l'accent. Mais bref, les gens étaient en panique à savoir, puis ils n'ont même pas allumé que c'est des hélicoptères, là. C'est ça que je trouve... T'imagines la panique pour 4 hélicoptères? Qu'est-ce que ça va être quand ça va être un vrai ovni, là? Une petite anecdote, tous les ans, on a une patrouille de France ici, près de Salon de Provence. Oui. Tous les ans, ils font 1 ou 2 ou 3 exercices de nuit. Oui. Et ben, pendant une période, ils nous appelaient, les ufologues, pour leur dire attention, on va sortir. Parce que dans l'heure qui a suivi, on avait 10, 15, 20, 30 appels de personnes qui nous ont dit il y a une soucoupe volante, il y a un triangle, machin, il y a ceci, cela, alors que c'était la patrouille de France. Et on a beau leur dire que c'est la patrouille de France, eh ben il y en a qui nous racontent, qui nous disent encore tu nous racontes des conneries, je te bloque. Voilà. Et voilà. Bon. Et là, tu passes pour un enquêteur sceptique. Ben, bien entendu, alors qu'est-ce qu'on demande aux enquêteurs, quels qu'ils soient? C'est non seulement toutes les qualités que tu dis, toi, Jean, mais en plus, il faut que l'enquêteur, il garde sa raison. Ben oui. Il garde son esprit critique. Il cherche une enquête à charge et à décharge. Et seulement à ce moment-là, on peut dire, voilà, j'ai vu telle chose, une lanterne thaïlandaise, ou j'ai vu telle chose, je ne sais pas ce que c'est. Parce que tant qu'on n'a pas de référence, on ne peut pas dire que c'est une soucoupe volante venant de Mars ou de Neptune ou de quoi que ce soit. Pendant des semaines, moi, je n'ai pas cessé de répondre à des gens sur mon courriel qui m'envoyaient des vidéos des satellites lancés par SpaceX. Ah ouais? C'est des rangées de tout petits satellites, c'est lié aux communications, ça. Et ça, ben là, c'était des extraterrestres, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il y en a un, je lui ai dit, là, ça fait 2 fois que je te l'explique ce que c'est. Ah, vous nous cachez des affaires. Moi, je de la merde. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, va-t'en, tu sais. Mais si tu savais, Jean, en fait, messieurs, ce qui m'est arrivé quand on a eu Vénus et Jupiter dans le ciel, le nombre de messages que j'ai reçus pour dire, Carole, il y a des ovnis, les extraterrestres sont là, puis ils ne bougent pas, puis ils nous observent. Ben oui. Ils ne bougent pas parce que c'est des étoiles. Non, c'est des planètes. Des planètes. C'est pas des étoiles, c'est des planètes. Ben non, oui, mais c'est affreux. C'est affreux. Et puis je leur dis, ben, vous avez un logiciel qui s'appelle Stellarium. Vous avez qu'à le prendre, mettre la date, et puis vous allez voir ce que c'est, quoi. C'est tellement facile. Exactement. Ou StarChart. Moi, j'utilise StarChart ou Stellarium. Mais c'est fou, là. C'est le nombre d'appels à qui j'ai pu répondre. Le monde m'appelait en vidéo ou me textait. Carole, il y a quelque chose, regarde vers telle place, vers l'église. Là, je me suis dit, c'est pas vers l'église, il faut que je regarde, c'est de l'autre bord parce que eux, ben, c'est beaucoup plus loin, là. Mais là, voyons, en tout cas, c'est épouvantable. Je trouve ça épouvantable, mais la panique que ça crée de voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Mais c'est le niveau de connaissance des gens qui est limité. Maintenant, ils ont tous le nez dans leur smartphone. Comment ça se fait que quand on va en montagne ou quand on va en forêt,
ou je sais pas trop où, dans un lieu où il n'y a pas de réseau téléphonique, comment ça se fait que c'est à ces endroits-là qu'il y a le plus d'observations? Mais parce que les gens, ils n'ont pas leur nez dans le téléphone. Mais vous allez rire, mais la plupart des témoignages que j'ai reçus de ça, quand je vous ai dit que c'était la planète Vénus et Jupiter, on m'a dit, voyons, ça se peut pas, on ne voit pas ça dans le ciel, nous autres, on ne peut pas voir ça d'autres planètes. Non, ils ne savent pas. Allô? Non, l'ignorance, le taux d'ignorance est très, très élevé dans la population générale. Ça, c'est partout dans le monde, mais je dirais qu'il est encore plus bas, le taux d'ignorance, plus élevé le taux d'ignorance ici qu'en France. Puis ça, je l'ai constaté les 2 années que j'ai été là-bas. Au moins là-bas, ils savent ce que c'est qu'une planète sainte, vierge. Tu sais, on n'est pas obligé de leur expliquer. Ah non, j'ai été là 2 ans, moi. Je l'ai vu. Non, je l'ai vu, le niveau. J'ai parlé avec des gens qui sont des concierges, qui sont des travailleurs, tout ça. Leur niveau de connaissance de politique internationale était foutrement plus élevé que des gens de l'université ici à Québec. Ils ne savent même pas, dont certains pensaient qu'il y avait un premier ministre canadien puis un premier ministre québécois. Ils ne savaient pas que les autres provinces avaient des premiers ministres. Il faut le faire en maudit. Ah non, écoute, j'ai fait... Carole, ça a été mon métier, la radio. Fait que des lignes ouvertes là, avec des innocents, là, j'en ai eu pendant 40 ans. Fait que je peux te le dire, c'est pas fort la livre. Non. Mais quand tu dis que ces gens-là, la plupart ont dans la cinquantaine, même cinquantaine avancée, qui ne savaient même pas qu'on pouvait voir Vénus à l'œil nu, ça, je comprends. J'ai des témoins, Carole, j'ai des témoins à qui j'ai montré, ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vu, une espèce de boule, puis il y avait comme un anneau autour, tu sais. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit comme un anneau, wow, OK. J'ai dit, c'est drôle, ça me fait penser à la planète Saturne, tu sais. Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, pardon? Elle dit, c'est quoi Saturne? Tu sais, je veux dire, c'est grave, là. C'est quoi Saturne? On apprend ça en primaire. Exactement. Ben oui. Non, c'est... Ou les gens oublient, ou je ne sais pas. Je comprends pas. Ils ont leur nez. Écoute, ce que Christian disait sur les téléphones, moi, ici, en Floride, je prends ma marche 1 fois par jour, 1 heure par jour sur le bord de la mer. C'est magnifique. C'est le meilleur endroit pour marcher. Et là, qu'est-ce qu'on voit, là, Hélène puis moi, là? Surtout des femmes, ils marchent, là, le nez dans le téléphone. Alors qu'il y a la mer à leur droite, puis la plage à leur gauche, puis non, dans leur téléphone. Sacrement, c'est qui ont leur maudit téléphone que quand tu prends une marche sur le bord de la mer, tu n'es au moins pas capable d'apprécier ce qui est autour de toi. Alors, étonne-toi pas de l'ignorance, parce que moi, je dis que ce qu'ils sont en train de regarder sur le téléphone, là, ça ne doit pas être bien édifiant. Mais ce que je ne comprends pas, et vous, Christian, de votre côté, quand on regarde l'ufologie, parce que là, ça fait combien d'années que vous faites ça? Moi, j'ai commencé au début des années 70. Ça remonte quand même à loin. Il y a autant d'expérience presque que Jean qui a commencé. Après, je suis rentré à l'armée, et puis on m'a clairement dit que les ovnis, c'était pas bon pour la carrière. Mais bon, je suis pas resté longtemps. Je fais 4 ans et demi, donc presque 4 ans et demi. Et puis après, j'ai recommencé en 1980 à réenquêter sur le secteur du chez moi là. Mais quand Jean me dit que les ministres et tout ça, ils racontent des histoires, ils racontent des bêtises, il faut pas les écouter quand ils sont en public. Il faut aller quand ils vont aux toilettes, il faut les suivre. Et puis vous tenez la zigounette en même temps qu'eux et puis vous posez des questions qui sont bonnes. Et en off, ils vous en disent 10 fois plus qu'en public. Oui, je sais. Mais avec un ordre de silence. Alors, tu sais, j'en ai eu des confidences de ministres, moi, mais... Bon, mais évidemment, mais en attendant, on en apprend des trucs. On en apprend, par exemple, j'ai appris dans ce genre de conversation que le GEPAN, par exemple, chez nous, la grande institution GEPAN, qui a 3 personnes, hein, enfin maintenant il y en a plus que 2,
bon, la grande institution GEPAN, eh ben, ils ont qu'un droit en France, c'est de se taire. Ben, c'est la même chose pour l'autre, là, qui a été mis de la. Je me souviens même plus du nom, moi non plus, là. C'est mon ami. Bon, merde, là, moi, les noms, ça y est, je suis fait à l'os. Ça, c'est Al. Grélé. Jean-Gabriel Grélé, c'est un ami personnel. Pardon? Oui, non, ben moi aussi. Mais il est dans un mouvement, là, lui, là, de militaire, là. Ben, il était militaire au début de sa carrière. Il était militaire. Non. Le 3AF. Ah, attendez voir, ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est autre chose. La 3AF, c'est une société astronomique et astronautique de France, un truc comme ça. Voilà. C'est 3AF. Bon, là, avec Jean-Gabriel Grélé, il faisait partie de la commission Sigma 1. C'est là. Et dans ça. Dans la commission Sigma 1, ils ont fait un rapport. Oui. Et ce rapport-là, qui a été réalisé par Alain Boudier et Jean-Gabriel Grélé et la commission en entier, on l'a jamais eu dans les mains. C'est ça, moi non plus. Puis Jean-Gabriel, c'est un ami. Et on ne l'aura pas. Voilà. Par contre, si vous prenez le 3e livre de Jean-Gabriel Grélé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous le trouverez très facilement. Vous prenez le 3e livre, vous avez toutes les indications dans ce livre de ce qu'il y a grosso modo dans ce rapport. Oui, et puis quand vous prenez le premier livre, pardon? Sauf que n'étant pas officiel, ben les gens vont dire c'est des on-dit, puis ainsi de suite. C'est normal qu'ils ont la frousse. Les gouvernements, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Un gouvernement, quand ça gouverne, ça doit faire deux choses. Savoir ce qui va se passer et maîtriser la population. Oui. Bon, maintenant, vous avez un ovni qui atterrit place de la Concorde à Paris, devant les caméras des médias. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, le gouvernement n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, il a horreur de ça. Et en plus de ça, il est terrorisé parce qu'ils ne connaissent pas les réactions de la population. Oui, mais il s'agit de changer l'âge de la retraite pour que ça arrive, ça. Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils disent jamais rien à la population. C'est pour ça qu'on demande depuis des années et des années. Et c'est pour ça qu'ils se servent de la secte sceptique et qui va gangréner le GEPAN en France et puis toutes les institutions. Et ce sont des gens qui ont un QI d'huître et puis qui viennent nous embêter en nous faisant croire qu'à 4 heures du matin sous la pluie, il y a une arracheuse de betteraves qui travaille. Voilà. Ben oui, c'est ça. Nous, ici, c'est des QI de crevettes. Vous avez des expressions que moi, je vais vous laisser. D'accord. Ben, moi, merci. Merci, alors, Jean, d'avoir été là. Merci, Jean. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, Christian. Je vais essayer de venir au Québec très prochainement, mais pas très prochainement parce que j'ai des choses à faire. Et dès que je peux, je vais essayer de venir au Québec parce qu'il faut que j'y aille. Au Québec, là-bas, il faut que j'aille. Et avec mon épouse. Viens pas l'hiver. Viens pas l'hiver. Quand il y aura un avion, parce qu'il y a des avions qui ne volent pas en ce moment, donc, quand il y aura un avion, je prends le premier qui tient. Mais j'espère te rencontrer à ce moment-là. Et te serrer la main. Salut, Jean. Attends 2 secondes, Jean. Mais justement, on va aller à la pause tout de suite. D'abord, ça va être fait. Okay. Mais ça va me permettre de te remercier d'avoir été là et de ce que tu as dit. Et, j'ai vu l'article dont tu en fais mention. Je l'ai vu justement hier. Ça m'est popé dessus, puis je trouve ça fort intéressant, en fait, tout ça. Donc, restez là, on va reprendre notre pause, le retard de la pause de tantôt. Et on vous revient tout de suite avec notre invité, Christian Combois. Merci. Voyons, pourquoi je dis tout le temps Combois? Ça n'est l'autre, ça. Avant que tu m'appelles Jean Carreau, là, je vais m'en aller. OK, bye! Merci. Merci, Jean. Bye-bye. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle comme ça. C'est parce que je l'ai dans mes amis, Christian Combois. C'est pas grave parce que je fais exactement les mêmes erreurs que toi. Le nom, en plus, est écrit dans le bas, puis je le vois très bien, oui. En tout cas, donc, on va aller à la pause et on revient pour la suite de l'émission. La seule station hip-hop au Québec. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire
Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Le ricaneux, pour rire un bon coup, se balader en forêt, siroter des cocktails et déguster des produits d'ici. Pionnier dans l'alcool de petits fruits depuis 1988. Le ricaneux, c'est une histoire de famille, un économusée, des sentiers d'interprétation, une halte VR et d'excellents shows d'entrepôt. Sur scène, prochainement. Pied léger le 22 avril et l'ensemble Klezmer Sainte-Nigoune le 26 mai. Ne manquez surtout pas les festivités du 35e anniversaire. Le ricaneux, pour prendre le temps de prendre le temps. 5540 rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse. Pizza Salvatore, surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99. La poutine dessert est à 4,99 aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille. Chez Salvatore, vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que t'ailles les 3 sauces. Et oublie pas le pain à l'ail. Immeuble CS. Pas le temps de niaiser, on achète ton bloc sans garantie légale. Et payer cash. Obtiens une solution en moins de 24 heures. ImmeublesCS.com. Ce jeudi le 29 mars, l'émission la plus hilarante de la radio prend vie à Lucar Lévis. Assistez à une soirée unique où les animateurs recevront 2 entrepreneurs inspirants pour une conversation sur la scène. Mais c'est pas tout. Avant le début du podcast, profitez d'une période de réseautage et dégustez des bouchées sur place. Réservez votre place dès maintenant sur le Facebook du Show des Trois Flots pour une soirée mémorable. Au prochain tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 48 millions. C'est tellement gros, faudrait pas que ça vous tombe dessus. Et on souhaite que ça vous tombe dessus, là, juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous la virée de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée danseur. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça. Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservé par Facebook. Et messieurs, dès minuit, on vous ouvre les portes aussi. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 234 rue de la Station, Arma. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, des pantalons adaptés à tous les corps de métier, des vestes, des manteaux plein air, des vêtements de tous les jours. Je te le dis, on y retrouve de tout. Au 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100. Les vêtements Hugo Strong. Tant qu'à y être, vas-y fort. CJMD, téléchargez notre appli. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Christian Comtesse. Je l'ai dit comme vous cette fois-ci. Christian, en fait, vous faites l'ufologie depuis les années 70, début 70. Mais l'idée, parce que vous êtes aussi celui qui a, je ne sais pas si c'est vous, le concepteur des repas ufologiques. Oui, alors, attendez, on va reprendre dès le début. D'abord, je salue Steve, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Hein. Bonjour. Désolé. Et puis, je voudrais saluer vos auditeurs, leur dire bonjour et bonjour de la France. Et puis, j'ai un message pour vous. Louise Dion m'a dit de vous dire bonjour, parce qu'elle vous connaît. Bonjour, oui. Donc, et Louise Dion faisait partie de notre association pendant quelques temps, presque 2 ans d'ailleurs. Et je sais aussi que vous êtes très, très écoutés en ce moment sur la France. Voilà. Oui, donc, pour remettre les choses vraiment dans le contexte, les repas ufologiques, c'est un concept qui date d'avant les années 80. Okay. C'est quelques copains, Thierry Rocher pour pas le citer, Jean-Luc Rivera pour pas le citer, déjà que j'arrive à retenir quelques noms autant que ce soit eux, qui ont créé ce concept pour se réunir entre amis et parler de
du phénomène qui les intéressait. Ensuite, vous avez eu M. Gérard Lebas qui a pris le concept et qui l'a institutionnalisé, disons, sur la région parisienne. Et en 2005, 2004-2005, je me suis joint à M. Gérard Lebas, j'ai ouvert le repas ufologique de Strasbourg, après il y a eu le repas ufologique de Toulouse, après il y a eu le repas ufologique de Brest. Dans toutes les villes de France, il y a eu des repas ufologiques qui sont... Mais ce n'était pas une association, c'était une association de fait, ça existait, point. Et en 2009, après quelques péripéties, M. Gérard Lebas m'a donc remis en main son organisation, et c'est à ce moment-là que j'en ai fait l'association que vous connaissez aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et ça, dans ces repas ufologiques-là, en fait, c'est comme nos soupers ufologiques ici au Québec. Vous discutez, vous mangez, vous discutez ufologie, des témoignages qui se font à même le repas, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, je veux pas lancer la pierre à qui que ce soit, mais j'ai l'impression que les soupers ufologiques sont une pâle copie de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons nous en France. Oui, ben oui. Et j'approuve tout à fait. Hein, ne croyez pas que c'est péjoratif ce que je dis. Hein. De toute façon, des fois, ça ne sert à rien de réinventer la roue, là. Il y a des choses qui fonctionnent déjà très bien, puis de toute façon, l'objectif, c'est de faire avancer le sujet au public pour les informer. Surtout que les gens qui viennent chez nous, ils parlent ufologie, ils parlent ovni, sans avoir les railleries habituelles qui tournent autour de ce phénomène. Ben, bien des fois, c'est ça l'avantage de ces événements-là. C'est que les gens qui ont l'habitude de se taire sur ces sujets-là, c'est l'endroit de prédilection pour pouvoir en parler de façon ouverte sans se faire regarder de façon ridicule. Et au contraire, les gens qui sont alentour sont là pour surenchérir ou apporter d'autres points de vue au même sujet. Mais simplement pour les écouter. Et même mieux, pour les entendre. Oui. Parce que écouter, ça suffit pas. Il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Bien souvent, non, pas bien souvent, de temps en temps, on tombe sur une personne qui a pas tout à fait besoin d'un ufologue, mais plus d'un psychiatre. Mais dans 90% des fois, les gens, ils ont vu quelque chose, ils sont perturbés par ce qu'ils ont vu, et ils viennent en parler. Et du coup, nous, qui avons l'habitude d'enquêter sur le phénomène OVNI, on a la possibilité de les aider en enquêtant sur le phénomène sans prendre en compte vraiment leurs sentiments. Il ne faut pas que nous soyons perturbés par leurs sentiments. Nous allons étudier le terrain, voir ce qui s'est passé, et puis leur dire bien souvent, ben écoute, tu as vu la patrouille de France, parce que l'heure correspond, l'endroit correspond par rapport à chez toi, etc. etc. Et puis à un autre, on va lui dire, ben écoute, les 60 lumières que tu as vues dans le ciel, c'est le mariage qu'il y avait dans la salle des fêtes juste à côté. Les gens, ils ont voulu faire à la place de faire un feu d'artifice, ils ont lancé des lanternes thaïlandaises, et c'est ça que tu as vu. Voilà ce qui est notre boulot. Et puis il y a des fois où on va dire, ben écoutez, voir, tu as vu quelque chose, j'ai cherché partout où j'ai pu, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'indice particulier qui nous laisse penser qu'il y a quelque chose d'artificiel qui soit passé. On ne sait pas ce que tu as vu. Parce qu'on ne va pas inventer non plus une soucoupe volante. Non, on ne va pas l'inventer. Donc, comme on ne sait pas, on ne sait pas. Et on sait le dire. Comme si c'est ce qui s'est passé au-dessus de la centrale nucléaire de Golfech. En plus, à votre époque, dans les années 70, même 80, les cellulaires, il n'y en avait pas. Donc, les applications pour reconnaître, comme nous, on a le air trafic, on est capable de voir, ou la carte des étoiles, on est capable de voir aujourd'hui. Ben, à l'époque, ça se faisait aussi. C'est juste d'obtenir l'information, ça prenait quelques semaines. Parce que là, c'est de contacter les stations météo, d'avoir les rapports sur papier, de recevoir ça par la poste. C'est ça. Mais tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de l'avoir en direct, vraiment sur... Il faudrait-il encore que ces gens-là soient au courant qu'il existe ce genre d'application. Ils ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'il y a une application pour mettre une boussole. Oui, aussi. D'ailleurs, ils ne sauraient même pas s'en servir. Alors, c'est ça. Et ou des gens qui voient, mettons qu'on est... il fait noir. Il y a plein d'appareils comme ça qu'on sait plus servir, mais qu'on a une application sur notre téléphone, comme un théodolite. Oui. Si je mets entre les mains aux gens un théodolite, ils ne savent pas comment le setuper, comment s'en servir, puis prendre des lectures là-dessus.
sais, le téléphone te donne tout cuit dans le bec. C'est à telle Ouais. distance, c'est à telle hauteur. Mais, tu sais, c'est comme... je vais revenir sur de quoi, parce que c'est à double sens ce que je veux mentionner. Un sextant. Sais-tu comment que ça fonctionne, un sextant? C'est un appareil habituellement utilisé par les navigateurs en mer, puis il se servait soit du soleil pour s'orienter ou des étoiles. Mais le fait de savoir exactement comment un sextant... Hein? Ça donnait juste une indication particulière. Il y avait je me souviens plus, j'ai vu un reportage très récemment là-dessus. En fait, c'est que les navigateurs de jour, ils se servaient du soleil. Le sextant, on se trouve à avoir le soleil dans le dos. Il y a un miroir sur le sextant qui permet, dans le fond, d'avoir une ligne à 90 degrés. Et par rapport à l'angle qu'on a avec le soleil, ça nous indique l'avancement qu'on a. Puis la hauteur du soleil nous indique environ il est quelle heure. Fait que ça nous donne une référence de temps, puis un référencement de distance de parcouru, parce que c'est 2 points différents, l'angle a changé. Fait qu'avec les calculs, ça nous donne la distance, la vitesse à laquelle on va. Quand on y va de nuit, ben habituellement, ils choisissaient l'étoile polaire pour le faire, mais ils utilisaient aussi le sextant. Puis il y avait d'autres appareils comme l'Astrolabe, que c'est tous des appareils qui sont mécaniques, cycliques, mais qui démontrent beaucoup de choses quand on s'intéresse au fonctionnement de ces appareils-là, comme le théodolite. Tout à fait. Mais bref, je voulais en venir à ça, c'est qu'on n'avait pas, vous n'aviez pas dans le temps, à l'époque, les outils nécessaires pour aider. Il fallait, c'est quelque chose, là, c'était quelque chose. Quand j'ai fait ma toute première enquête vraiment sérieuse, je parle de vraiment sérieuse, en 1980, ça se passait par la poste, le téléphone, ça coûtait très cher, et puis prendre la voiture pour aller vérifier des choses, ça demandait une expédition complète, quoi. C'est plus maintenant. Maintenant, je prends la voiture, je vais dans le sud de la France, ça fait 1000 km, ça fait 10 heures de route, je m'en fiche, quoi. Mais bon, c'est pas comme dans le temps, quoi. C'était pas possible. En plus de ça, il n'y avait pas toutes les autoroutes, il n'y avait pas tout ça. Mais sinon, comment c'est perçu chez vous, mettons, les repas ufologiques ou en même temps entre ufologues, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec certains ufologues, même avec Jean Cazot, des fois, il a dit des choses que je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas toujours d'accord avec Jean Cazot. Notre but principal, c'est de réunir des gens qui vont parler OVNI entre eux. Bon, ça, c'est le but principal. Ensuite, si on fait venir un ufologue qui va... D'ailleurs, c'est bien simple. Je pense que 80% des ufologues français, y compris quelques-uns québécois, je ne vais pas les citer, mais si, il y a... Comment il s'appelle celui qui était au Buffon, là, chez vous, là, le président du... Voyons, Marc Saint-Germain. Marc Saint-Germain est venu chez nous, a fait une tournée chez nous. Louise est venue chez nous. Bon, 80%, même plus, 90% des ufologues sont passés par les repas ufologiques, à un moment ou à un autre. Vous allez dans les radios actuellement, tous ceux qui passent dans les radios de chez nous en France sont passés par les repas ufologiques. La différence qu'il y a, c'est que notre association est très liée avec les restaurateurs. Et quand moi j'ai quitté en 2017, début 2017, les repas ufologiques, parce que j'avais une autre affaire à régler et je l'ai réglé haut la main, j'ai laissé une quarantaine de villes, je ne dis pas de repas, une quarantaine de villes qui organisaient des repas ufologiques. Dans le monde entier, y compris à Montréal, y compris aux États-Unis, en Suisse, en Espagne, en Italie, etc. Même au Togo, il y en avait une. Togo, il y avait un repas ufologique. Ils étaient à 3, mais bon, c'était un repas ufologique. Et puis, quand on est arrivé là maintenant, j'ai eu deux présidents qui m'ont succédé, qui n'avaient pas l'expérience ni peut-être la niaque que moi j'ai. Et en plus, avec le Covid, qui a fermé tous les restaurants. Oui. Alors là, c'était la catastrophe. On a pris une baffe comme il faut, quoi. Et on s'est retrouvé quoi à 8 ou 10 repas ufologiques. Il n'en reste plus qu'une dizaine. Et ils ne fonctionnent pas tous parce qu'ils n'ont encore pas trouvé de salle de restaurant pour organiser leur rassemblement. Et on en cherche. Oui.
Mais sinon, les gens cherchent. Maintenant, ils ont la nouvelle formule par Internet. Fait que les gens peuvent faire des conférences Mais via Internet. c'est jamais la même chose que de se Non. voir de face à face entre eux. On ne fait pas une enquête par Internet. On ne fait pas une expertise médicale par Internet. On peut donner des indications quand on a affaire à un médecin, son médecin de famille. On peut lui dire, voilà, la dernière fois que je vous ai vu, j'avais ça et ça et ça. Maintenant, j'ai ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut lui dire. Mais à un moment, il va nous dire, bon, mais moi, je peux pas faire ça par Internet. Je peux pas vous prendre l'attention par Internet. Je peux pas vous prendre. Donc, il faut qu'on se voit. L'Internet est un outil de plus qu'on a pour ce qu'on a à faire au niveau des enquêtes. Mais l'Internet ne nous sert pas à 100% dans tout, parce qu'il y a des choses qui se font face à face. Puis quand on prend le témoignage, il faut être là présent devant le témoin pour voir aussi tout l'aspect. Tu mentionnais tout à l'heure qu'il faut laisser de côté l'aspect émotionnel. Mais durant le témoignage, l'aspect émotionnel est très important parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas feindre dans les émotions, là. C'est la première chose que le témoin demande à faire, parler. Parler, il veut parler, il veut dire. Alors, bien souvent, il vient une première fois au repas ufologique, il dit rien, il observe. La deuxième fois, il prend un petit peu les contacts avec les uns et les autres. Et la troisième fois, il se livre. Mais moi, j'ai vu des familles à Strasbourg, familles complètes, à Strasbourg, qui avaient eu un cas. Je sais pas, j'ai pas pu enquêter sur l'affaire, parce qu'ils n'ont pas voulu que j'enquête. Donc, j'ai pas pu enquêter, mais quand ils étaient sur place, les trois, le père, la mère et l'enfant, enfin l'enfant, il avait une quinzaine d'années, ils étaient en larmes, tous les trois. Alors, heureusement qu'on s'est pas foutu d'eux, quoi. Ben oui. Effectivement, parce que même dans les super ufologiques, les meilleurs moments que j'ai vus, à part l'événement lui-même, c'est quand l'événement termine. Tu sais, on commence à ramasser nos trucs, on commence à se préparer, à s'en aller, mais c'est parce que les gens sont encore là, continuent à jaser. Puis des fois, tu prêtes l'oreille puis tu écoutes les conversations. Tu entends des témoignages qui sont vraiment pétés, là. Tu sais, mais qui n'a pas été dit publiquement. Non, exactement. Ce que justement Christian Cortès mentionnait, il y a des gens qui sont là, vont observer une première fois, mais ces gens-là, ben des fois, vont s'ouvrir au moment où l'événement termine, parce que là, il n'y a plus de risque qu'on les appelle en avant, il n'y a plus... Puis les gens qui restent, ben, tu sais, c'est les derniers retardataires qui... Eux autres, c'est une passion, là, ce sujet-là. Donc, justement, ils sont en recherche des gens qui sont prêts à écouter sans juger. Tout à fait. Ouais. Mais... Et nous, en ce moment, on est en train de rechercher justement des gens pour ouvrir. Alors, j'ai une option qui va rouvrir à Paris. J'ai une dame qui a ouvert, mais alors d'une façon énergique comme tout, là. Johanna, elle s'appelle, qui ouvre à Toulon. Et puis, j'ai tous mes anciens, là, Isor à Toulouse, Rémi Borne à Tours, je vais en oublier encore, je vais me faire engueuler. À Brest, à Nantes, Cyril Tavenard à Nantes, bon bref, donc tous les gens que j'adore et que j'aime bien, qui font partie de l'équipe du départ, quoi, et qu'il faut qu'ils continuent, qu'ils se réveillent et qu'ils aient encore un peu de niaque pour reprendre, pour qu'on revienne un peu à un niveau un peu plus supérieur et que les ufologues reviennent. Parce que bon, pour l'instant, les ufologues ne reviennent pas. Quoique des ufologues sérieux, il n'y en a plus beaucoup en France. Et il y en a beaucoup qui se tapent dessus aussi en France, hein, parce que j'entends souvent parler de ça, de gens que, bon, un ufologue qui vient de traîner en cours un autre ufologue pour avoir dit ci ou d'avoir dit ça. Ça a l'air que c'est fréquent chez vous. Je ne sais pas si... Nous, Écoutez-moi, moi je viens de me prendre le bec, en ce moment, je viens de me prendre le bec avec un monsieur, je ne vais pas donner son nom pour pas le vexer. Il nous a présenté une photo grise, avec une tache grise, et il me dit, c'est un appareil discoïdal. Voilà, c'est un appareil discoïdal. Ah, okay. Moi, je regarde la photo avec mon œil... J'ai dit, moi, je vois une crotte de moineau, je vois une brouette qui a été lâchée de montgolfière, je vois plein de trucs, mais je vois pas d'appareil discoïdal, quoi. Hein? Alors, ces photos surprises, j'en ai tellement eu dans mon affaire. Ceux qui veulent voir un peu un de mes dossiers, vous tapez OVNI de Chamblay. Chamblay, ça s'écrit CHAMBLEY.
Vous tapez OVNI de Chambly, vous allez tomber sur mon rapport et vous allez voir que j'ai mis 1 an pour le réaliser, cet objet. Et c'était une tache sur une photo et j'ai trouvé ce que c'était. Je laisse les gens aller voir. Je gagne pas de sous hein, si vous y allez, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais bon, c'est juste pour que les gens ils utilisent un petit peu Internet et puis qu'ils aillent voir. Il faut pas qu'on perde notre temps. Steve, vas-tu essayer de mettre le lien en commentaire? Oui, c'est sûr, je vais aller voir. Ça? OK. Je vais aller voir parce que... Là, tout à l'heure, Jean, il nous parlait que la France, elle a changé de OVNI, ils sont passés à panne. Oui. Alors, c'était simple, ça date de Yvan Blanc. C'était au moment où Jean-Jacques Velasco a quitté le CEPRA. À l'époque, c'était le CEPRA, pas le GEPO, le CEPRA. Et pour faire la différence entre un mot OVNI qui avait trop tendance à apparaître comme étant soucoupe volante extraterrestre, ils ont mis ce mot PAN, P-A-N. Hein. Et c'est juste pour casser l'ambiance. C'est tout. Parce que tout le monde parle encore toujours d'OVNI, d'objets volants non identifiés. Et c'est le mot objet qui leur coince dans la gorge, là. C'est objet. Parce que bon, y a des phénomènes, effectivement, des foudres en boule et des trucs ça. C'est vrai que des foudres en boule, on en voit tous les jours. Alors, voilà. On Donc, connaît la raison du pourquoi le nom a changé. Merci. Voilà, c'est seulement pour nous casser l'ambiance. Ça, mais ça, c'est bien français, ça, vous inquiétez pas. On est comme ça. Oui, mais de toute façon, dès qu'un sujet commence à évoluer, le vocabulaire qu'on utilise pour le sujet, lui aussi, commence à évoluer. Ben oui. Tu sais, il y a des mots qui ont été utilisés pour une raison, puis qu'aujourd'hui, cette raison-là n'est plus vraiment valable parce que ça ne va pas chercher la généralité. Donc, le phénomène aérien, tu sais, ça ne nous indique pas en détail qu'est-ce que c'est. C'est l'objectif en même temps. Parce que, tu sais, il y a autant de phénomènes qui sortent de l'eau puis qui ont l'air d'être des objets qui volent ou un phénomène qui est dans les airs. Mais, tu sais, ça se passe tellement autant dans les airs que dans l'eau avec tout ce qu'on a comme témoignage que faut changer le vocabulaire qu'elle est avec aussi. Là. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ils ont voulu changer le nom. C'est parce qu'en changeant le nom, ils ont tenté de prendre le contrôle de l'ufologie. Oui. Ils ont tenté de prendre le contrôle de l'ufologie française, et ça, les ufologues n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Alors, je me suis traité de tous les noms, à tel point que moi, j'ai traité les responsables du GEPAN, c'est pour ça qu'ils m'ont viré d'ailleurs, hein, parce que je travaillais pour eux, hein, à l'époque. Ah oui. Je travaillais pas pour le PES, hein. J'étais bénévole pour le GEPAN. IPN, on appelait ça à l'époque. Et puis, quand il y a eu l'affaire de Golfech, je les ai traités de fonctionnaires des sciences. Et ils n'ont pas du tout apprécié. Et Jean-Jacques Velasco, qui était à l'époque le responsable du GIPON, il m'a viré. Un an après, il mangeait avec moi, mais cette fois-là, il m'a viré. Ça veut dire que, mon Dieu, je sais qu'on s'est rendu qu'on ne peut plus parler, puis on ne peut plus s'ostiner avec un autre ufologue ou une autre personne qui fait des recherches parce qu'on passe pour vraiment des complotistes, là? Ben oui, ça ou ben non. Non, mais vous passez pas pour des complotistes, c'est pas vrai. Il faut pas parler de ça. Si vous gardez votre raison, si vous gardez un petit peu d'esprit critique, et que vous, avant d'affirmer que vous avez vu une soucoupe volante venant de Mars, demandez-vous, qu'est-ce que ça peut être de naturel? Ben oui. Et rien qu'en ayant cette démarche-là, vous allez vous dire, ben voilà, bon, d'accord, bon, c'est une rentrée atmosphérique. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a certains sujets à laquelle, justement, on fait cette démarche-là. Et, tu sais, tantôt, on entendait parler d'Hillary Clinton et de John Podesta. C'est juste que c'est bizarre qu'on parle d'extraterrestres puis d'ufologie de ces gens-là en même temps que dans la cour criminelle, ben, on entend parler de ces gens-là avec des accusations de pédophilie puis des trucs bizarres de même. C'est pour ça que Carole, tantôt, elle mentionnait, ben, des fois, c'est des affaires de trucs du magicien. Regardez ici, pendant que vous ne voyez pas ce qui se passe là. C'est sûr que si on se met à parler d'extraterrestres, les gens vont en prendre l'attention là-dessus, puis ils vont totalement moffer l'essentiel de ce qui est en train de se révéler publiquement. Mais comme les gens ne regardent pas, sont plus
C'est pour ça que... C'est ce qu'ils ont fait chez nous, hein, avec Palmade, hein, qui a effectivement... Effectivement, avec Palmade, qui est un... Oui. Comme ça, la retraite, elle est passée un peu plus facilement. Oui. Là, Christian, j'aurais aimé qu'on parle de tes meilleures enquêtes. Sais-tu quoi? On va te réinviter probablement au mois d'avril ou mai dans ces coins-là, si ça te va. Parce que parfait, parce que j'aimerais qu'on parle de tes meilleures enquêtes et certains trucs qu'on n'a même pas pu discuter parce que les choses sont arrivées. Le temps tourne. Ben, je vais donner déjà, Jean tout à l'heure a parlé de militaires qui allaient au Pentagone, qui étaient du Pentagone, qui allaient témoigner et puis faire des déclarations. Pourquoi, d'après vous, chez nous en France, l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie et la police collaborent avec le GEPAN pour les enquêtes, hein? Et ils apportent des témoignages. Mais pourquoi la marine ne le fait pas? Et puis c'est drôle, en plus, vous avez... Sécurité nationale. En plus, ils ont des pratiques aussi en ce moment avec la France. Oui. C'est fou, hein? Mais la marine nationale, ils ont des bateaux. Les bateaux, ils tournent avec quoi? Avec du nucléaire. Et les ovnis et le nucléaire, ça va toujours ensemble. Même le GEPAN l'a reconnu. Oui. Même le GEPAN l'a reconnu. Oui. C'est fou. C'est quoi qu'on entend là? Je ne sais pas. Mon Dieu, excusez, ça a fait un bruit énorme. Je pensais qu'il y avait un tremblement de terre. C'est un avion qui vient d'atterrir sur la voie de la station. Ça a fait un drôle de son ici au-dessus de nos têtes. C'est bizarre, ça, comme excusez. Vous avez des travaux? Je sais pas. Mais pourtant, en tout cas, bref. C'est ici que l'émission se termine, mais je vais, dans le courant de la semaine, on va regarder pour une date, pour une future émission, parce que je veux que tu reviennes, Christian. On n'a pas eu le temps de parler vraiment de tout. Si vous voulez une véritable enquête, je me remets encore dans le dossier et je vous parle de la centrale nucléaire de Golfech, le survol de la centrale nucléaire de Golfech. Et là, on a pour 3 heures d'émission. On a juste 2 heures, mais bref. Non, je ne vous embêterai pas pendant 3 heures avec ce truc-là, surtout qu'on va de toute façon déborder d'une façon ou d'une autre. Je vous laisse faire votre émission. Je ne sais pas quelle heure il est, mais bon. OK. Parfait. Donc, c'est ici que l'émission se termine. Restez à l'écoute parce que c'est l'émission de La Zone Insolite qui va commencer dans quelques instants avec Éric Tessier et Jeannie Chariot qui reçoivent justement LDLN. Jean-Louis Lagneau qui va faire partie de l'émission. Ah oui, bien entendu, encore un ami de Jean-Gabriel Grélet. Oui. Voilà, Jean-Gabriel Grélet est un ami personnel et Jean-Louis Lagneau aussi. Voilà. Quand on dit qu'on est très écouté en France, regarde, il y a beaucoup de Français aussi qui sont invités à l'émission. Merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup, Christian, pour l'instant. Je te reviens durant la semaine pour on va regarder pour une autre date. Parce que j'aimerais tellement savoir tes meilleures enquêtes parce qu'on n'a pas parlé du tout. Merci d'avoir été là à tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine et restez là pour l'émission de Éric Tessier, Jeannie Chariot, donc avec La Zone Insolite. Merci, passez une belle semaine. Bye bye tout le monde. Au revoir. Bingo Radio! Contrez l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 $ et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969fm.ca, section Bingo. CJMD Talk Rock.